L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue au deuxième épisode de la 7e saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour. Catégorie libre est une production d'improvisation du Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est André Roy. Oui, André Roy, à ses débuts, joueur et capitaine pour l'équipe de la polyvalente Roland Pépin de Campbellton. André joue dans la Ligue d'improvisation du Centre universitaire de Moncton, la LICUM, de 1997 à 2004, ligue à laquelle il est coordonnateur pour quelques années aussi. C'est pendant cette période qu'il organise une coupe universitaire à Moncton en 2004, une coupe qu'il ira gagner comme capitaine de l'équipe étoile. Pendant ces mêmes années, il joue aussi dans la Ligue d'improvisation acadienne. Et comme arbitre, il donne de son temps à la LICUM, au réseau des écoles secondaires et est l'arbitre de finale à la QI d'Ottawa en 2005. Et comme entraîneur, il aide Roland Pépin à gagner sa première Gougoune dorée. Même adolescent, il est déjà producteur de spectacles d'humour. On peut mentionner Les Mains de nez, Siga, Les 203, Les Mardis de fou rire, La Revue acadienne et à la tête des productions L'Entrepôt, non seulement des spectacles de stand-up et de l'impro comme Les Sims, mais aussi des projets télé qui emploie un bon nombre d'improvisateurs comme les Newbies et le jeu télévisé Ça fait la job. André Roy, bienvenue à l'émission. Hey, merci beaucoup. J'ai presque eu le temps de finir ma bière juste avec cette présentation-là que tu m'as faite. C'est impressionnant. Si tu le dis toi-même. Merci d'être ici. On parlera avec André de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de l'improvisation comme moteur créatif et économique. Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous utiliserons les bonnes tout au long de l'émission. Disons qu'il y a des gens qui aiment se défouler puis mettre des niaiseries. André t'attire ça, mais... Ben oui, je sais, puis j'ai eu la chance d'aller regarder un peu quelques questions. Fait que j'ai comme triché un peu. Ben, je vais voir quelles questions que tu as retenues, là, mais j'aime ça quand les gens participent. Moi, allez-y. Moi, je suis souvent à la tête de turc de bien des numéros, bien des groupes. Fait que, on parlera de ça parce que j'aime ça. Je suis intéressé par le phénomène du sac à blague. On en reparlera. Mais pour l'instant, commençons par le début. Là. Sac à blague, c'est plus tard. Au début, comment tu commences à jouer de l'improvisation, toi? Personne va se souvenir de cette histoire-là parce que je l'ai jamais raconté. Fait que je suis content de passer à votre podcast. C'est mon frère, plus jeune, qui m'a initié à l'improvisation. Vincent avait fait de l'improvisation. Moi, je n'avais jamais fait ça. Là, pour qu'on remonte là, en 6e année, mon frère a 2 ans plus jeune que moi. Moi, je suis en 8e année. Tout d'un coup, je connais pas vraiment ça, mais il y a un moniteur de langue qui est rendu célèbre maintenant. Mais il a pris sa retraite à Radio-Canada, Acadie, François Vigneault, qui était moniteur de langue. Ça existait dans ce temps-là. Là. Puis, il y avait comme l'improvisation à l'école élémentaire. Fait que j'étais comme genre à Apollo 11. Mon frère était là, puis j'allais à des activités des fois, évidemment, à la polyvalente Roland Pépin, là, où j'ai terminé mes études. Puis, il m'a initié. Juste une pratique. C'était juste comme ça. C'est mon frère qui m'a amené là-dedans. Puis j'ai pas retouché ça avant la 11e année. Après, il y avait non mais si on se rappelle là, il y a eu des années à Campbellton PRP là, où il n'y avait pas d'équipe tout simplement. Le niveau était comme pas vraiment élevé là. Après Alain Basque, il y avait Daniel Vautour aussi qui jouait dans ce moment-là. Il y a eu Marc Bernatchez, tout le monde se rappelle, qui était comme des joueurs. Là, il y a des anciens qui se rappellent peut-être de ces noms-là, je mentionne. Puis après, il y a comme pas eu vraiment d'équipe. En 11e année, j'ai décidé de prendre ce projet-là, de faire une équipe. Puis je trouvais ça intéressant. Je sais pas si tu te souviens, Michel, la Gougoune avait eu lieu à Campbellton. Mimi Levesque, Thibault était monitrice, puis elle nous a aidé évidemment à faire une équipe. Il y avait Raphaël Roy qui était là-dedans, Brock Doucet, tout du monde, je me rappelle vaguement, puis c'était des gens. On a eu une misère à trouver 6 joueurs. Ça, je me souviens. C'était la grosse affaire. Puis ça a vraiment pris, en 12e année, ma dernière année, que quand il y a un certain Christian Essiam est arrivé au secondaire, nous, on a 3 ans de différence, je le connaissais pas. Christian, je veux dire, pour les gens qui suivent un peu ma carrière, ils
savent que on est souvent ensemble dans beaucoup de projets, là. On est très proches. J'aime le geste, Michel. Pour la radio, vous le voyez pas, là, mais oui. Je veux dire, des doigts entrelacés. Ensemble, oui, c'est ça. Des doigts entrelacés. C'est une des belles histoires que moi, j'aime raconter parce que c'est lié à l'improvisation. Fait que ça aussi, je le raconte pas souvent parce que le monde, d'un, comprenne pas trop c'est quoi le phénomène de l'impro. Comment que deux personnes, avec la spontanéité, la créativité, puis d'un coup être vraiment connecté. On a fait une impro, et vous me croirez jamais, parce que vous connaissez mon background, une impro chantée. C'était une pratique. Et j'ai dû embarquer comme que j'aime toujours faire, parce que personne ne veut le faire. Fait que j'embarque dans une impro chantée. Il y a ce petit cul-là qui est l'autre bord, que je joue contre. Ça s'appelle Christian Siam. Tout le monde m'avait parlé de lui, là. C'était une vedette à Val-d'Amour. Il faisait les futurs stars avec David Lévesque. J'étais comme, ah oui, moi, j'avais vu ses numbers. Il copiait du Patrice Lécuyer puis Benoît Fortin, qui s'appelait Jacques et Normand. C'était un duo. Ils faisaient des numbers ensemble. Tu sais, comme c'était les petits qui faisaient des numbers, pas de sexe à soir, pas de sexe à soir. Ils comprenaient même pas, comme, ils faisaient pas de vivre ces affaires. Anyway, je baffe tout le temps Christian en disant comme, pourquoi t'écrivais pas ton matériel? Anyway. Puis, tu sais, j'avais comme scouté, parce que j'étais le capitaine de l'équipe, là, j'étais comme, c'est le camp d'entraînement, là. J'arrive, là, cette impro chantée. Puis là, finalement, on embarque, fait une phrase chantée, j'en fais une autre, là, ça rit un peu. Là, le monde rit plus de son bord. Puis là, mon orgueil, mon ego, nomme toutes les affaires, là, que tout d'un coup, t'es un peu show-off, tu veux vraiment rentrer fort dans cette impro-là. Puis on se met à chanter. Sous l'air de la chanson, c'est la bande à Picsou. Ouh! Ça, on fait une impro, puis on commence à terminer nos phrases avec cette chanson-là de la bande à Picsou, puis là, ça m'a marqué à vie. Je la raconte encore comme si c'est passé 5 minutes passées. Puis quand on a retourné chacun de notre banc, j'ai regardé, puis j'ai fait, OK, lui, il est vraiment bon. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai goût de travailler. Puis ça, ben, c'est un ami. C'est l'impro, pour moi, c'est une façon de vivre aussi. C'est pas juste un jeu, c'est beaucoup plus que ça. Puis j'ai rencontré des amis, entre autres, des amis très, très chers comme Christian. Tu sais, comme pour moi, c'est plus qu'un ami, c'est un créateur, c'est un confident, c'est quelqu'un avec qui tu peux, quand t'es pas certain de faire un projet, t'aimes l'embarquer parce qu'il va te donner leur juste. Fait que ça a tout commencé dans cette rencontre-là, dans le local 277, là, à Polyvalente Roland-Pépin. Puis vous travaillez encore ensemble? Oui, encore ensemble. On s'est chicané souvent. On a resté ensemble à l'université. J'étais landlord. Je le mets en guillemets pour les gens là qui voient pas les images. Je dis vraiment en guillemets landlord parce que le responsable étudiant d'un bloc étudiant, moi, je l'ai pris parce que t'as ton appartement gratuit, puis tu te fais payer en plus. Mais l'affaire, c'est que t'as juste une chambre. Fait qu'habituellement, le monde reste en couple. Fait que moi, c'était Christian qui était mon coloc. Fait que ça venait compliquer des fois les histoires de couchettes, là. On avait comme des codes, tout ça, là. Mais anyway, je peux pas croire que je rentre déjà dedans. On est tôt maintenant pour raconter ces histoires-là. Mais je m'en souviens très bien maintenant que tu le dis. C'était l'appartement sans McLaughlin, une belle couleur, comme une espèce de vert, là, vert d'hôpital, ouais. Puis, on s'est chicané une fois, je me rappelle, parce qu'on avait besoin d'espace, justement. Puis, il avait donné un coup de poing dans le mur, il avait fait un trou dans le mur. Puis là, t'es responsable étudiant. Puis là, on avait Lamont, donc la montagne, qui est mon en construction qu'on avait engagé pour patcher le mur. Mais ça a patché aussi notre amitié, si on veut faire des métaphores, là. Mais, oui, on est toujours ensemble, on travaille encore ensemble, puis je le respecte énormément. J'espère qu'il me respecte aussi. Tu as mentionné Mimi. Il y a plusieurs personnes ont passé à travers de Mimi comme entraîneur. Comment est-ce que c'est de se faire coacher par Mimi Lévesque? Ben Mimi, c'est une paniqueuse sur le banc, tu sais, comme genre, ouais. Elle sait qu'il y a quelque chose, faut qu'il se passe, mais elle peut pas le verbaliser, puis là, d'un coup, elle va comme genre taper sur sa pad, ou elle va comme genre... Mais ça, c'était vraiment au début. Moi, j'ai eu Mimi, qui connaissait évidemment la game comme joueuse, c'était une très bonne joueuse, mais de l'enseigner à du monde, on n'avait aucune idée. Tu sais, moi, j'ai un profil assez bizarre, tu sais, je suis à moitié un jock, mais pas vraiment tout le talent sportif, mais tu sais, j'ai fait énormément de sport, fait que là, je jouais du basketball, du soccer, tous les sports imaginables, puis là, j'arrivais genre le mercredi après l'école, puis je faisais cette activité-là qui était de l'impro. Fait que j'avais comme une drôle de mentalité, tu sais, pour moi, c'était pas jouer avec l'autre équipe, là, comme Mimi essaie de m'enseigner ça, j'étais comme, sont-tu sur le banc, les autres? Non. Y a-tu des points? Oui. Y a-tu du monde qui va voter? Oui. Y a-tu à la fin quelqu'un qui va gagner, va perdre? Oui. Mais dans ce cas-là, let's go, tu sais. Moi, j'étais vraiment stratégique, puis j'avais pas vraiment un bon esprit. Ce que François Vigneault m'avait enseigné dans une seule pratique, j'avais comme oublié ça. Fait que, t'es aussi, genre, au secondaire, faut que les gens comprennent, ben, je pense que tout le monde sait ça, là, t'es un phénomène où ce que déjà d'être dans un acte de représentation devant tous les autres collègues de l'école, tu sais, tu veux être bon, tu veux être drôle, c'est pas le temps d'être smart et d'être intelligent pour avoir un concept, fait que t'es habitué d'être, pour dire en bon chiac loud, tu sais, t'es habitué juste de comme
faire du bruit, parler beaucoup, être verbomoteur. Puis nous, à Campbellton, le théâtre Restigouche, le fait qu'on jouait au théâtre Restigouche, qui est un des plus grands théâtres au Nouveau-Brunswick, là, on parle de 810 places, puis c'est une salle qui va sur le long. Il n'y a pas 2 étages, il n'y a pas un balcon, il n'y a pas de micro. Fait que déjà, jeune, t'es obligé de projeter fort. Quand on jouait devant l'école sur les heures du midi, là, puis là, si c'était plein, ben t'as pas le choix de se faire entendre si tu veux que les gens rient. Fait que je fais juste cette parenthèse en disant que ça nous donnait un jeu très volontaire. T'sais, on était comme tout le temps, on voulait que les gens nous remarquent. Pour moi aussi, Mimi, ça a été quelqu'un qui, si c'était pas d'elle, j'aurais pas été en théâtre, ça c'est clair. J'aurais même pas pensé que c'était un métier possible. Moi, j'ai étudié en infocom avant d'aller étudier en art dramatique. Puis Mimi m'a donné le goût, mais aussi elle nous a montré le fun qu'on pouvait avoir. Parce que Mimi, tout ce qu'elle nous racontait de la licume, c'était comment le fun qu'elle avait, les tournois de la cuit. Puis nous autres, on connaissait pas vraiment ça. Quand on a commencé à faire justement la première gougoune qu'on avait organisée nous autres mêmes, c'était dans le gym. Puis c'était là la fameuse impro là que Puce avait été se mettre dans le filet puis tout ça là, vous vous souvenez là, dans le filet de soccer là, c'est toutes des affaires que quand j'ai regardé ma première gougoune parce qu'on l'avait organisée puis je jouais dedans puis on avait arrivé dernier je pense qu'à Hamilton là je voyais le potentiel de toute l'organisation. Ça représentait quoi, là, faire un événement comme ça? Il y a des gens qui se présentaient, on avait quand même une bonne foule qui avait venu voir ça. Puis j'étais comme, OK, c'est comme un show. Il y a comme un côté de dépassement, il y a un côté de on se lance dans le vide. Puis ça, les gens, ils aiment voir ça. Le fait que t'as aucune idée où tu t'en vas, il y a comme une cote de sympathie beaucoup plus grande que quand tu vas voir du théâtre ou que tu vas voir un show d'humour. Parce que tu te dis, ils ont écrit ça, ils ont répété ces numéros-là. Puis j'ai vu que c'était quelque chose qu'on devait miser davantage. Puis Mimi, avec son sens elle a un bon sens d'organisation, m'a vraiment comme encouragé là-dedans, autant dans les troupes de théâtre que j'ai faites après, j'ai commencé à faire du théâtre aussi avec elle, au secondaire. On a commencé à organiser des mini-matchs d'impro. Puis là, Mimi m'a montré que finalement, il y avait comme d'autres choses que juste gagner puis perdre. Sans être trop têteux, là, mais c'est là que j'ai comme appris que il y avait aussi la rencontre entre juste des personnes qui se connaissent pas puis qui sont sensiblement de la même âge. On est tous des adolescents à ce moment-là. Les mêmes affaires nous faire rire. Dans le temps, par chez nous, dire des jokes de Lorne. Lorne qui était un coin entre Belgium, c'était comme très drôle. On disait, où tu viens de Lorne, ça. Restait 30 secondes, tu faisais ça, le monde riait, puis les 25 dernières secondes, t'avais le vote, tu sais. T'es beau tenu, tu sais. Il fait beau dehors, tu sais. Ouais, pas de mot shit, Joe. Tu sais, comme Joe, ça, toutes ces affaires-là, comme ça. Campbellton, Restigouche, tu sais, comme, on a développé des façons de faire des espèces de caricatures de personnages de nous autres mêmes. Tu sais, les joueurs de Campbellton, puis Mimi, on était plus forts comme moins dans les concepts, plus dans les personnages. Tu sais, on essayait d'être sympathique. C'était ça qu'on essayait de faire, puis je me rappelle, là, quand on faisait les pratiques d'impro, c'était juste comme quel personnage les plus loufoques, les plus exagérés, avec des gros traits. Même si on comprenait pas, il faisait du son, il faisait du bruit, ça nous faisait rire. Puis il faut dire aussi que c'est à ce moment-là que les Maintenez, nous, on a formé un groupe d'humour avec Christian Thiam puis Raphaël Roy. Puis c'était tout dans la même équipe d'impro, là. Tu sais, on avait comme pris le plaisir qu'on avait quand on finissait une impro. Puis on était comme, hey, ça, c'était vraiment une bonne impro, mais c'est comme plate que l'arbitre a sifflé à la fin. Puis on est comme, pourquoi on travaille pas ça de nouveau? Puis on reprenait. Ça fait que, tu sais, l'impro a déjà été là comme genre, c'était une source d'inspiration pour nous autres. On restait souvent sous notre faim. Tu sais, on en parlait beaucoup, puis on finissait une game, on était comme, ça n'a pas de bon sens. Comme il y avait du potentiel dans cette impro-là. Pourquoi on l'a pas fait? Puis là, on venait être compétitif entre nous autres, on était durs sur nous autres mêmes, tu sais, d'essayer d'aller plus loin. Puis souvent, comme des équipes, là, des fois, tu te tripes plus à faire des comparés parce que tu te dis, mais semble on a comme travaillé quelque chose. On n'a pas été influencé ou obstrué par quelqu'un d'autre avec son autre idée, puis ça nous a amené ailleurs. À cette heure, tu comprends, c'est tout à fait le contraire. Les mix, c'est tellement de meilleures rencontres qu'un comparé parce que... Ouais, il y a plus d'impro. Il y a plus d'impro, tu sais, comme là, c'est ça la base du jeu. Tu sais, même à comparer, des fois, tu te demandes, OK, c'est intéressant, mais puis je sais qu'on en parlera peut-être plus tard, mais on a eu des longues discussions souvent qu'on arrivait des cuits en disant, hey, moi, cette impro-là, je l'ai déjà vu, mais ça, ils ont rien que changé le thème, ils ont rien que changé le titre, ils ont rien que changé ça, puis tu sentais qu'ils sortaient des trucs dans leur sac. Moi, c'est ça que je retiens aujourd'hui, puis c'est ça que je fais encore plus, c'est de l'impro spontanée, l'impro qui est de la création pure et dure. Tu sais, tu commences de rien, puis là, tu vois jusqu'à où est-ce que ça peut t'amener. Ça me fait bien plus triper. Mais pour Mimi, en tout cas, si j'avais un mot à dire, merci Mimi. Moi, c'est ça, je vais tout le temps dire, c'est merci Mimi.
J'ai souvent entendu celle-là. Merci, Bibi. Je sais. Mais tu parles de comme, OK, tu sais, maintenant, t'as une ouverture vers le spectacle en premier, tout ça, mais t'as quand même parlé de compétitivité. Kevin Doyle nous a posé une question en ce sens. Kevin demande, comme la majorité des grands joueurs, André semble élever son jeu dans les rondes éliminatoires, les demi-finales, les finales. Qu'est-ce qui explique qu'un joueur comme toi a la capacité de saisir le moment au lieu de s'écrouler? Est-ce que c'est vrai, premièrement? Ça, c'est l'impression à Kevin. T'es-tu un joueur OK, quand ça compte, ça compte? J'oserais croire que oui. J'oserais croire que ma fiche va montrer ça. Le fait que quand on arrivait toujours en impro, tu sais, comme dans les 7 années que j'ai joué à la LICUM, bon, ben, j'ai fait 3 finales, une finale qu'on a gagnée. J'étais capitaine. J'ai me vanter, mais tu sais, j'étais chez la première étoile. Pour moi, c'est dans ces temps-là que ça compte. Puis, la même adrénaline que j'ai pendant des matchs comme ça, quand c'est rempli de monde, c'est la même chose quand j'embarque sur scène au théâtre, en humour, tu sais. Je pense que la compétition fait en sorte que c'est plus de fun. Tu sais que tu veux pas décevoir. Puis moi, dans la vie de tous les jours, si on veut pas rentrer trop dans une entrevue psychologique, là, mais je veux pas décevoir les gens. Tu sais, je veux pas. Puis la façon que j'ai été élevé aussi, tu sais, j'ai eu certains traumatismes quand j'étais jeune, puis je veux pas qu'on vire trop dark là-dessus, mais c'est un fait pareil, à cette heure que j'ai 41 ans, je peux m'analyser mieux. Je remarque qu'en ayant perdu mon frère très jeune dans un accident de voiture où j'étais à côté de lui, j'ai réalisé comment la vie était fragile, comment à chaque fois qu'il y a comme un moment où ce que je dois aller plus loin, puis je dois profiter. C'est une question c'est pas de shiner, puis pas au lieu de s'écrouler, c'est de profiter de ça. Parce que d'un coup, moi, j'ai la chance d'être en vie puis d'être vraiment en vie, là. Parce que quand t'es là, puis ça te rentre en dedans puis tu vois le monde rire puis là, tu fais comme, je veux pas les décevoir. Je veux pas décevoir autant ma famille. Je veux pas me décevoir. J'ai une chance d'être là. Fait que c'est un instant, c'est ça qui fait en sorte que je suis un workaholic encore aujourd'hui. Quand je vois un projet, je vais aller jusqu'au bout parce que je me dis, il y a tellement de monde qui n'a pas cette opportunité-là. Puis les bons joueurs, d'abord j'aurais dû dire merci à Kevin, c'est une bonne question. T'sais, modestement, quand on me dit que je suis un bon joueur, je dis merci, mais j'étais bien entouré, j'avais des bons coéquipiers, j'ai du monde qui me faisait confiance, j'avais des bons coachs qui doutaient pas de mes idées, qu'au début tu étais comme pas certain. C'est ça qui fait en sorte que quand tu as de la confiance, aujourd'hui encore, même que j'enseigne de l'impro, j'ai dit il y a 2 choses que je peux pas mettre dans mon cursus parce que ça s'enseigne pas, c'est la confiance puis la personnalité. Puis pourtant c'est ça qui démarque un artiste, un joueur d'impro. Quand t'as de la confiance, t'as l'impression que t'es infaillible, t'es imbattable, tu sais. Puis quand que tout d'un coup, il y a le public qui donne cette confiance-là, c'est pour ça que moi, je pense que je m'élève d'un cran parce que je sais que je peux aller chercher, je dois charmer le public qui est là. Puis quand tu comprends que c'est ça un peu la game, puis tu charmes le public comment? Avec ta personnalité, en étant toi-même, en faisant tes petits clins d'œil, la façon que je salue les gens, la façon que je vais te dire, que je vais m'adresser à la foule, à l'arbitre, toutes ces affaires-là, ça vient que c'est ma couleur. Ça, je sais que je faisais vraiment une attention particulière de me démarquer des autres joueurs pour pas être pareil comme les autres. T'sais. Encore aujourd'hui, comme humoriste, comme artiste, c'est la même chose. Comment d'humoriste chauve que tu penses qu'il y a? C'est un prérequis quasiment. Fait que, tu sais, c'est comme, tu fais comme genre, ah, ouais, lui, il y a le profil de l'employé. Il est chauve. Fait que, tu sais, c'est comme. Si on regarde vite, là, t'es Martin Matt, là, tu sais. Ah, je suis Martin Matt, tu sais. Moi, je sais que la LIA aussi, on n'a pas parlé, mais tu sais, quand j'ai eu la chance de remporter la LIA, c'était un peu la même chose aussi, tu sais. Les gens vont se rappeler de moi de certains gags, tu sais, comme la LIA qu'on a gagné, c'était le fameux joke de sprinkler, tu sais, que j'avais fait, que d'un coup, en rentrant en fin de 30 secondes, là, tu rentres là, puis tu sais que c'est ça qui manque dans l'impro, c'est ça qui prend, puis d'un coup, tu deviens stratégique, tu comprends la game. Je sais que c'est vraiment une analogie de sport, puis je l'ai jamais fait en impro, fait que je vais pas me faire caler par d'autres collègues qui vont écouter le podcast, là, mais quand t'as l'impression que la game se ralentit, là, ben moi j'avais l'impression qu'à l'impro c'était ça qui arrivait. Quand j'étais à un point où je jouais beaucoup, tout d'un coup je comprenais quand l'arbitre appelait, je savais que quand la personne rentrait, tu dis ok, lui va rentrer comme 3e joueur, il va faire ça. Tout d'un coup je voyais toutes les possibilités. Puis là c'était comment aller embarquer puis prendre la possibilité avant l'autre personne. Ça fait que ça devient comme une game super stratégique si tu veux être là pour le bien de la game puis vraiment apporter des bonnes idées qui vont pas freiner l'impro. Faut que tu les vois à l'avant. Mais pour ça, il faut que tu sois calme. Tu sais, tu peux pas être. J'ai beaucoup d'énergie, mais sur un banc, je suis pas un paquet de merde. Tu sais, je regarde la game, puis je vois exactement qu'est-ce qu'il y a, puis si d'un coup j'ai besoin de regarder comme qui va embarquer, ben s'il y a personne, je vais y aller, mais puis des fois, malheureusement, quand arrivaient ces moments-là dont Kevin fait mention, là, entre autres la finale de la QI, tu voyais sur le banc ce qui était nerveux. Là. Tu savais que tout d'un coup, c'était comme oh, ils ont perdu la première impro. Puis en perdant la première impro, ils vont perdre la deuxième, puis là tu fais oh shit. Quand j'ai rentré dans la finale, puis j'ai fait puis j'ai rentré avec ma drill. Tant des objets, finalement, le sprinkler, la drill, c'est ça, je fais. Puis
quand j'ai rentré avec ça, puis là, c'est la fameuse impro qui avait retiré ma parole, puis tout ça, tu sais, comme, on se souvient toutes de ces affaires-là, des petits moments. C'est ces moments-là qui vont me souvenir, puis ils vont me parler, tu sais, ils vont me partager. Puis c'est ça, pour moi, c'était juste calme, c'était ça, parce qu'il y avait un public qui était là, puis le public fait partie de la game. Quand tu comprends ça, ils font plus peur parce que tu fais, OK, ils sont là. Moi, j'en veux. Puis quand il y a moins de monde qui est là, des fois, le match est moins bon. L'osmose qu'on jouait à la Licume, vous vous souvenez, moi, c'était une des affaires qui a la plus grande fierté, c'était quand d'un coup, le monde qui jouait au pool arrêtait d'un coup puis déposait. Puis là, il venait se rapprocher vers nous autres. Puis là, quand t'es rendu que tu pouvais attendre le fridge, le crise de fridge à bière en arrière, mais c'était quand même un bon signe, ça veut dire que c'était silence. Donc le monde a décidé d'aller faire d'autres choses, puis d'un coup, il arrêtait puis il venait t'écouter. Tu dis, OK, on a réussi à gagner notre pari, qui est de montrer que c'est un jeu, c'est le fun, c'est entertaining, puis c'est très interactif, sans même qu'on leur parle constamment comme d'un show d'humour. On fait pas, hey, qu'est-ce qui a été à Metz dernièrement? Bon, c'est pas une bonne question, il y a personne qui va. Mais c'est juste comme genre, tu fais comme une approche tellement vers eux, puis tu demandes au public de voter, tu fais, si vous prenez pas en compte qu'il y a un public tout de suite, moi, je trouve que comme joueur, tu manques vraiment des opportunités de t'épanouir. Tu dis calme, mais moi, mon souvenir de toi, c'est à la Licume, par exemple, avant un match, face à une porte ou à un mur, faut pas que personne aille proche de toi, là, t'es pas en train de danser, mais c'est comme une sorte de frisson généralisé, sautille. Faut-tu que tu te mettes dans cet état calme-là, c'est ça? Oui, puis quand j'arrive sur le banc, je suis capable d'être calme parce que j'ai comme sorti toutes ces espèces-là de bébites, de parasites, surtout, puis c'est de se craquer, là, si on parle en bon acadien. Hey, l'impro, moi, j'ai remarqué une affaire, là, comme quand tu rentres, ta préparation, là, ne serait-ce que ce que tu as mangé le matin, qui se t'a parlé, des conflits que tu as eu avec des gens, ça habite ton cerveau, ton subconscient, puis sans le savoir, souvent, là, c'est des choses que tu vas comme lancer dans des impros. Tu fais comment? Tu fais un gag là-dessus, puis tu fais comme, qu'est-ce qui arrive? Si t'es pas à l'écoute de ça, ben ça va te déstabiliser parce que tu fais comme, oh, shit, j'ai quelque chose que j'ai vraiment vécu, pourquoi je parle de ça? C'était vraiment comme genre mindé, puis comme moi je fais à regarder justement dans une porte. Je me souviens pas que c'était une porte, je me rappelle en tout cas que j'étais dans ma zone, j'ai laissé d'un coup là, les joueurs, puis moi je trippais moins sur les cheers tout en équipe, puis ça, puis perdre la voix, puis faire ça. Là. Moi j'étais comme moi, ce genre de gars-là, là, ben c'est correct. T'sais. Mais je pouvais me craquer moi-même. Une drôle de référence, là. Ghostbusters, le premier, là, quand ils sont sur le toit, là, puis il dit pense à rien, puis là, d'un coup, il y en a qui pense, puis bon, je parle au qui arrive, là. Mais c'était comme ça, c'est une style de référence poche, tu sais. Non, on comprend très bien. Mais parle aux bonnes personnes. C'est que tout d'un coup, quand tu penses à des affaires qu'il va évoquer, tu veux les préparer déjà d'avance. Tu veux savoir c'est quoi d'un coup, comment tu te sens, tu sais. Puis même encore comme professeur, je dis souvent ça aux étudiants qui rentrent dans mon cours d'impro. Mettez pas juste dehors tous vos problèmes. Vous pouvez vous en servir de ce que vous vivez tout de suite, puis mettez-le dans votre jeu parce que ce que vous vivez tout de suite, la semaine prochaine, tu seras peut-être pas m'affaire. Puis ça va teinter votre jeu d'une différente façon. Fait utilisez-les. Au lieu de bloquer ça, parce que moi, je trouve que quand on bloque ces choses-là, tout d'un coup, on met tout d'un coup une espèce de carapace, ou on met comme une couche par-dessus notre personnalité, par-dessus notre aura qui pourrait sortir. Puis ça, on dirait, ça brouille les cartes par rapport à la relation avec le spectateur, même avec l'autre joueur, parce que tu fais, pourquoi il me voit? Déjà, j'ai la voix voilée, comme tout le monde le sait. Il y a comme genre cette espèce-là de comme distance. Fait que non, va pur, va authentique, no bullshit. Tu sais, comme genre, je te regarde, c'est ça que t'es dans cet état-là. Puis ça veut pas dire, faut tout le temps que tu joues la nonchalance, c'est la nouvelle mode, personne veut jouer des personnages parce qu'ils ont peur du ridicule. Mais moi, je parle plus depuis d'un coup d'essayer de mettre de côté comment tu te sens pour essayer de contrer ça puis de faire comme une espèce de front. Là. Dire, oh non, ça va bien. Non, ça va mal, tu as le droit. Tu peux être hystérique, tu peux être sarcastique, tu peux jouer dans toutes d'autres eaux que tu jouerais pas normalement dedans. Rendons ça un petit peu chronologique pour les gens, bien que c'est difficile parce que tu as fait plein de choses en même temps. Mais 7 ans dans la Licume. Ouais. C'est long, ça, là. C'est long. Je me rappelle des moments clés. Mais vas-y avec tes questions. OK, prenons une question d'Alexandre Hébert. Il demande quelle est ton équipe de la Licume préférée? Il y en a plusieurs choix, considérant que la seule réponse possible sont les jaunes de la saison 2000. Alors, si je ne m'abuse, Hébert était dans cette équipe. C'est ça. Fait est-ce que c'est la bonne réponse ou finalement? C'est une équipe que je me souviens beaucoup, mais c'est certain que ta première équipe aussi, tu te souviens énormément. Je me rappelle, j'ai été repêché par les Verts. Puis là, dans ce temps-là, il y avait comme genre des choix. Ça se disait pas, mais le monde disait ton ranking. J'avais été choisi comme 3e, apparemment. C'est bon, ça. On m'avait parlé beaucoup en bien de moi. Puis j'avais été choisi par maintenant mon beau-frère, Samuel Chasson. Puis il y avait Jean-Sébastien Lévesque qui était là-dedans. Il y avait beaucoup d'attentes. Je n'ai fait mention
rapidement, là, sans me péter les bretelles de mes exploits sportifs qui sont pas si nombreux que ça, là, quand même. Mais je jouais avec les Aigles Bleus dans ma première année. Fait que j'ai manqué beaucoup de matchs dans ma première année. Ça a frustré énormément l'équipe des Verts. On était souvent sur la route parce que pour finir avec un record de 0, 10 et 2, c'est-à-dire 0 victoire, 10 défaites, 2 matchs nuls, ça prenait beaucoup de temps pour faire ça au soccer. Puis j'ai joué aussi ma deuxième année, fait que là, je manquais un peu. Dans mes premières années, fait que dans mes 7 ans, mes premières années, j'étais un peu, j'étais pas tout à fait engagé, je dirais, dans la ligue. Je m'avais blessé aussi ma deuxième année au soccer. Fait que ça, pour moi, ça a été quand même difficile. C'est là que ça m'a marqué parce que j'ai vu que j'ai parlé tantôt de décevoir des gens, comment c'était un thème récurrent chez moi. J'avais l'impression que j'avais déçu des gens. Puis ça m'avait blessé parce que j'étais comme, j'avais été repêché haut. Puis là, tout d'un coup, j'ai pas été le joueur que les gens s'attendaient. Puis j'ai été mis au ballottage d'un coup. Fait que là, d'un coup, je me retrouvais avec les Jaunes, une équipe que j'ai aussi été mis de côté au début. Il y avait Catherine Pogonade, il y avait Geneviève Arsenault qui était là. Moi, j'étais comme genre un sidekick comique. Mais tu sais, je jouais plus ou moins tout le temps dans les Jaunes. Pour tout d'un coup arriver en 2000 où j'étais comme capitaine. Puis là, Alexandre se souviendrait plus que moi. Quand on l'a gagné, c'était en 2000 ou 2001, je me rappelle plus la l'écume. Ça aurait été dans ces années-là, probablement, là. Mais c'était une belle équipe. On a vraiment du fun. Là, d'un coup, je me trouvais comme joueur. Ça n'a pas été avant, comme 2000, que j'ai commencé à trouver le potentiel que je pensais de tout ce qu'on parle depuis tantôt, parce que justement, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'était en même temps que je faisais mon groupe d'humour Les Maintenez aussi. Fait que là, on a fait le fameux chiffre que je dis toujours, 154 spectacles en 4 ans. Mais la première année, on a juste fait 2 spectacles, Batters puis Caraquette. Fait que on a fait pas mal dans 3 ans après. Puis c'était Mimi Levesque qui était derrière ça aussi, qui nous a aidés. Fait que merci Mimi encore. Mais je comprenais l'impro, mais je voyais vraiment pas encore tout ce que j'étais capable d'en retirer. Puis la preuve, je vous ai parlé de Christian Siam, la différence. Moi, j'ai gradué en 97, 98, je suis dans la ligue. Ça a pris 3 ans avant que Christian arrive au secondaire. Puis là, d'un coup, il y a eu cette rivalité-là de nouveau. Kevin Doyle est arrivé. Il y a tous ces jeunes-là que moi, je connaissais dans le temps qu'on était à l'impro secondaire. Puis là, je sentais que c'était comme une nouvelle gang. Puis parce que je faisais mon bac en infocom, puis j'ai décidé à la fin de mon premier bac de retourner aux études encore en art dramatique. Puis j'ai fait mon bac en 3 ans. C'est pour ça que les gens se demandent pourquoi 7 ans. C'est pour ça que j'ai fait 2 bacs à l'Université de Moncton. Puis c'est vraiment dans la fin de mon premier bac puis le deuxième bac où j'ai été plus impliqué. Puis quand j'ai gagné Royal Rumble, tout ça, tu sais là, on parle beaucoup de ça puis ça marque quand même, tu sais, tout ce que vous faisiez à la Licume, puis tu sais, Michel, t'avais une grande part là-dedans, puis ton frère aussi avec des statistiques, tu sais, on checkait ça, je me rappelle encore, dans le café de l'Osmose Doyle, Christian, l'Internet, il y avait un ordinateur qui était là. Puis on allait checker ça, il y a personne qui avait ça sur son téléphone, on n'avait pas de laptop, on allait checker les stats tout le temps le mardi matin parce qu'on avait joué le lundi soir, puis là on était comme, hey boy, les stats ont baissé hier. Fait que ça a amené comme une espèce de sentiment qu'on devait performer à tous les soirs, fait que la pression était grande. Puis ça, c'était bon parce que quand on arrivait à des matchs d'importance, des tournois comme la QI, t'étais déjà habitué de ça. Tu jouais tout le temps avec cette pression-là. Toute la gang qui suivait, on était durs sur nous autres. On savait qu'il y avait eu l'étoile 3, l'étoile 2, l'étoile 1. Puis tu sais, c'était comme vraiment, OK, lui, quand il y a eu la première étoile, OK, moi, lui a gagné, lui a perdu. C'est une compétition. J'ose espérer qu'elle était saine parce que moi, j'ai jamais fait d'ennemi ou j'ai jamais joué de façon stratégique en fonction de ça. J'ai jamais fait comme, lui, je le laisserai pas jouer ou je vais faire par exemple pour saboter son impro. Tu voulais bien jouer. T'sais. C'est pour ça que l'équipe des Jaunes restera, à blague à part, là, une équipe vraiment que j'ai trippé. J'ai trippé parce que je sentais que on avait du fun. Je sentais qu'il n'y avait pas de jugement. T'sais, tout le monde jouait. Je me rappelle, il y a eu des années où parce qu'il n'y avait pas de coach vraiment dans notre temps. Fait que moi, j'étais comme capitaine coach, genre, là, jusqu'en 2001, 2002, je faisais ça. Mais les dernières années, je jouais un petit peu moins, parce que j'étais justement plus impliqué dans d'autres trucs. Déjà, jouer au théâtre et tout ça. Puis je me rappelle, je coachais plus. Je laissais plus les jeunes jouer puis je regardais un peu en arrière. Mais dans ce temps-là, 2000-2001, on jouait puis il n'y avait pas d'affaire. Toi, tu joueras pas. Tu joueras juste la première impro à la fin de la période, puis toi, tu joueras juste. Non, c'était, on y va, on joue. En tout cas, dans les Jaunes, c'était ça que j'aimais. Puis je l'avais gardé pendant longtemps, cette petite époque-là, rondelle dorée, avec tout. Tu mettais des punaises, Michel, c'est ça que tu mettais des punaises de couleur pour identifier quelle équipe qui avait gagné, là. C'était une base, il y avait 3 rondelles dorées, il y avait 2, mais après une première. La rondelle sacrée originale qui était faite de vraies rondelles, là. De vraies rondelles. Oui. Ouais. Puis c'était des petites punaises qui étaient rentrées sur le rebord de la rondelle, ça, c'est difficile à rentrer. Puis c'était des punaises de la couleur de l'équipe, les rouges, les bleus, les verts, les jaunes. Puis je me rappellerai tout le temps qu'on avait gagné le jaune. Puis j'avais mis ça à mon bureau à CKUM, là. J'étais vraiment content, j'étais fier, là. J'en ai plié des punaises à essayer de les mettre là-dedans. Ah boy, je peux croire. Hey, comment tu faisais pour faire ça? On pourrait faire un podcast juste là-dessus. Coup de marteau.
aussi, la grosse différence, c'est qu'à ce moment-là, tu deviens capitaine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de toi comme capitaine. C'est-à-dire pas comme ton leadership, là. C'est pas ça que je veux dire. Plutôt, toute l'interaction avec l'arbitre, toutes ces interactions, toutes les procédures qu'un capitaine doit faire, ça peut être fait juste très fonctionnellement. Mais dans ton cas, le petit clin d'œil, là, je pense que c'est vraiment toi qui as fait réaliser aux gens combien de points combien de votes tu peux gagner avec ce rôle-là. Tu peux le dire, oui. Oui. Je pense que moi et toi, on avait une bonne interaction aussi. Là, il y avait un antagonisme amusant qui se faisait bien avec tous les meilleurs capitaines que j'ai travaillé avec, c'est certainement le cas. Puis ça a vraiment explosé à la QI de 2004, là, où ce que t'es capitaine. Et maintenant, on le recommande aux gens, là. Comme, regardez pas l'arbitre, regardez le public, posez votre question presque dos à l'arbitre, parce que là, tu es en train de créer un moment, tu es en train d'engager le public. C'est juste naturel ou ça t'est venu avec le temps? Avec le temps. Je pourrais pas dire, là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il a écrit un hit, puis il fait, j'y avais pensé. Non, ça t'est sorti de même. Si tu savais, tu l'aurais fait bien plus tôt que ça, là. Moi, ça me fait. J'aurais développé ça, même au secondaire. On aurait pu peut-être avoir des meilleures équipes à PRP. Non, ça m'est arrivé, puis c'est la confiance du public, la confiance que moi j'ai développée. Puis toi, puis moi, Michel, oui, moi, je me rappelle, tu nous as donné cette possibilité-là de montrer, je te donne la porte. Tu peux la prendre. Il y a un show possible, mais si tu la prends pas puis c'est mauvais, je vais juste te couper parce que ça va briser le momentum. Il y aura pas un rire, puis je vais perdre une impro de plus parce que ce petit, je suis pas fou, là, il y a un chronomètre qui va là, pendant une game. Fait que si moi je prends du temps là, puis j'alourdis le spectacle, je perds une impro peut-être de 30 secondes à la fin à cause de ça. Mais si j'élève le spectacle d'un cran avec l'intervention, personne va rester sur sa fin. Personne va dire c'était moins bon à soir. Non, il y avait une grande pression. Parce que c'est comme dire, hey, lève-toi pour faire une joke. Ben oui, mais tu sais pas, ça va toujours être bonne. Fallait vraiment doser. Fallait pas systématiquement, j'y allais à chaque fois. Fallait que je savais comme des fois le monde, ouais, vas-y, ça va être drôle. Non, j'ai pas de gag tout de suite. Il y a pas de potentiel. C'est une vraie punition. Je suis pas d'accord avec ce qu'on a fait. C'est que je veux pas aller le défendre. Il y avait aussi ça. Des fois, il fallait faire attention. Si ce soir, on dévoile tout. L'affaire qui était la plus difficile, qu'il fallait toujours que je m'assure, c'est de passer deuxième. Ça, c'est vraiment tough. Parce que pour les gens, là, vous autres, vous connaissez la game, vous avez hoché de la tête, mais pour les gens qui connaissent pas la game, s'il y a des punitions des deux côtés, il fallait que je fasse attention parce que je me disais, il y a des bonnes chances qu'il va me tuer mon potentiel de gag parce qu'il va dire la même punition pour les deux puis il va vouloir l'expliquer en même temps. Ma chance de faire un droit de réplique, je vais vraiment considérer comme si je tire sur la couverte de l'autre capitaine. Fait qu'il fallait que je sois très stratégique quand j'allais poser une question. Puis si tout d'un coup, il y avait une question aux deux équipes, moi, souvent, je niaisais. Parce qu'il nous laissait le capitaine d'être sur la banque. Physiquement, mon pied était à l'autre bord. Puis j'étais de dos. Là, d'un coup, si je voyais le capitaine qui était un petit peu plus prompt, lui décidait de l'autre équipe d'aller se mettre en premier. Pas de trouble. 100% du temps, l'arbitre voyait que le premier joueur s'avait présenté. Il allait le demander. Puis moi, pendant le temps qu'il demandait oui, là, j'allais me placer pour la deuxième. Mais ça, c'est stratégie. Mais ça, je le savais. Puis ça, je l'ai joué à la lettre tout le temps quand on arrivait à la finale de la QI 2004. Parce que les gens restent avec quelle impression? C'est la dernière réplique qui va puncher. Fait que si moi, je vais premier, je fais un bon punch, puis l'autre, je donne la chance de puncher encore plus, mon intervention je viens de la perdre, là. Fait que j'aurais dû garder ce punch-là plus tard. Fait que ça venait vraiment une espèce de jeu d'échecs. Puis c'est sûr qu'il y a un leitmotiv que j'ai réussi à trouver là, que j'étais vraiment fier. Mais moi, j'étais correct. Fait que ça. Mais moi, j'étais correct, là, hein? Mais moi, j'étais correct, hein? Fait que ça a devenu le running gag. Tout le temps, là, il parlait, moi. Mais moi, j'étais correct. Puis là, le monde riait, tu sais. Souvent, ça jouait dans les deux sens. Ça, c'était toujours drôle que ce soit parce que j'avais vraiment pas joué. Fait que tout le monde savait. C'était quand, j'étais seul dans l'impro, puis je disais ça, là. Il est naïf à quel point ce gars-là, tu sais. Puis tout d'un coup, on comprenait. Puis parce que j'avais réussi à trouver ce genre de filon-là avec l'arbitre, la relation, ben tu savais que les autres capitaines ne pouvaient pas prendre de même parce que ça m'appartenait. Quand je vous parlais tantôt de personnalité, tu sais, OK, il a trouvé son stitch, il a trouvé sa petite affaire qui fait qu'il y a une relation différente puis privilégiée. Puis je remercie les arbitres. D'un coup, moi, quand les arbitres comprenaient que c'était un show, j'étais comme content. Puis d'un coup, il y a eu d'autres games, d'autres arbitres que là, j'étais comme, bon, eux autres veulent vraiment être cérébral puis vraiment juste expliquer. Puis là, je fais comme, OK, ça donnera absolument rien. Mais... Ben, le génie mais moi, je suis correct, c'est aussi que tu viens défendre, mais en même temps, c'est accepter que mes joueurs sont inutiles. Mais moi, je suis correct. Moi, c'est très lâche. C'est très lâche. Il est là comme le capitaine valeureux qui arrive et qui va défendre ses joueurs. Puis il regarde dans le dos, puis il est le premier qui va y backstabber. Mais moi, là, j'étais correct. Ils sont pas bons. C'est ça que ça voulait dire. Non, mais
t'as bien fait. T'es en train d'accepter que la punition t'est bonne. T'es comme en train de dire, nous autres, on prend bien les punitions, ou du même moi, je les prends bien. Mes joueurs, c'est eux autres qui sont névrosés, là. Après, non, ça marche très bien. Comment est-ce que t'as inversé ça quand est-ce que t'as arbitré? Parce que t'as quand même arbitré pas mal dans ces années-là. Je donnais vraiment la presse. Je me rappelle dans les pep talks qu'on faisait, là, quand j'allais voir les équipes avant le match, j'allais voir, puis je disais comme, moi, je veux vraiment donner un show. Le show commence aussitôt qu'on va nommer votre nom. Puis je leur disais, ça veut dire que si quand on nomme votre nom, vous rentrez dans la bande, saluez le public. Je leur donnais comme un peu des espèces de trucs comme moi, j'essayais de faire comme joueur. Puis je leur disais, quand je vais vous poser des questions par rapport aux punitions, moi, je veux que ce soit un show. Fait que si vous voulez vraiment être trop technique avec moi, là, on parlera de ça après la game. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi vous avez une punition, je pense que ça peut être intéressant, mais ça va pas intéresser, je vous dis tout de suite, le monde qui est dans le public, là. Si j'explique pourquoi tu as eu un refus de situation, parce que je trouvais à ce moment-là, ben t'as dit oui, mais vraiment t'as pris une autre idée, t'es ailleurs. Tu sais, comme moi, des fois, j'appelle ces genres d'affaires-là. Mais si tu veux rendre ça drôle, puis me parler d'un refus de situation qui va être de façon générale, qui n'a pas tout rapport avec l'impro, on va avoir du fun, puis les gens vont quand même comprendre que c'est un show qu'on va donner. Tu sais, il y a de l'éducation qui se fait, mais je pense que l'éducation se fait parce que les punitions que j'appelais comme arbitre, c'est quand même légitime, c'est des vraies punitions. Mais après, c'est tellement subjectif. Tu peux appeler, toi, cabotinage, puis d'un coup, ça ne l'est pas un cabotinage. Ça dépend du point de vue. Tu sais, à moins qu'il y ait des procédures illégales, ça, c'est simple. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de parler sur une comparer. Moi, c'est de cette façon-là. Pour répondre concrètement puis rapidement à ta question, Michel, je leur disais... je pense que le bateau est déjà parti. Il est déjà parti. C'est celle-là, ouais. Faites-le, parce que moi, je joue ça. Ben, je pense qu'il est parti le bateau depuis le début, je pense. Je dirais répondre rapidement. J'ai hâte aux questions éclairs à la fin. Oh boy! Non, mais c'est intéressant que tu es en train de coacher les joueurs, surtout les adultes. Là, la pédagogie prend de moins en moins de place, plus qu'on est vieux ou plus qu'on a d'expérience. Je trouve ça intéressant que toi, au lieu d'avoir une approche de comme pédagogie, parce que des joueurs adultes, comme tu dis, comme ils savent la game, ils savent comment ça marche. C'est pas ce niveau-là de pédagogie que tu es en train de faire. Au lieu, tu es en train de faire de la pédagogie de comment rendre ça le maximum un spectacle. Que je trouve vraiment intéressant que ça, c'est comme une affaire que tu voulais développer chez les joueurs que tu arbitrais. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a le réflexe nécessairement de faire comme arbitre. Ça s'apprend pas dans les livres, ça. C'est comme un règlement, ça s'apprend, puis tandis que la game, le showmanship, puis tout ce côté-là, ça se vit. C'est des instants. C'est comme d'essayer de les setter. C'est comme l'arbitre, moi, souvent, moi, je suis habitué dans les groupes d'humour faire le straight man, setter la haute personne, puis punch, tant mieux. Puis s'il y a un rire, je te garantis, je vais pas over-punch. Si je fais une surenchère, je fais mieux d'être sûr de mon punch. Parce que souvent, ça arrive, là, de gars, tu dis, tu fais ton punch. Puis là, c'est pas sympathique pour personne, là. Puis là, t'es là, puis tu te tournes vos votes, puis là, t'es comme, bon, passer aux prochaines puis rapidement. C'est mon highlight, mettons, comme arbitre, s'il y en a eu un, c'était, puis tu l'as mentionné dans la présentation du début, c'est quand j'ai arbitré à la finale en 2005 à Ottawa. J'aurais aimé pas l'arbitrer parce que ça voulait dire que Moncton aurait été en finale, mais quand Moncton s'est pas rendu en finale, ben là, j'étais éligible. Il n'y avait pas de conflit d'intérêt, mais ça voulait dire que d'autres arbitres qui me connaissaient moins, me connaissaient comme joueur, mais pas comme arbitre, ont trouvé que j'ai fait un bon travail, puis on a fait une bonne finale, puis c'était un bon show, tu sais. Ça, pour moi, c'est comme un vote de confiance. Est-ce qu'il y a ces philosophies-là, ces approches-là qui ont transitionné quand tu es devenu un entraîneur? Ouais, je te dirais comme la première fois que j'étais entraîneur, j'étais encore à l'ICUM, là. C'est quand Christian était à 99 qui ont gagné à Gougoune, c'est ça, je pense. Puis c'était au musée acadien, je me repérais tout le temps. C'était tough, ça. Quand je coachais, c'était moins ça. Je te dirais que j'étais pas conscient à ce moment-là de tout le showman. Je voulais plus, j'essaye de comme checker les énergies du monde. Moi, j'étais plus que ça comme coach. C'est comme que lui, il vient d'arriver puis il a perdu l'impro puis il est pas satisfait. Puis je sais que c'est un bon joueur. J'en avais Benoît Picard, on avait Isabelle Ouellette, on avait Christian Siam, évidemment. Tu sais, comme je disais, OK, Benoît, je me rappelais tout le temps de la dernière impro qu'ils ont fait avec le coffre-fort, là. Mais j'avais vu comme Benoît avait eu un peu de misère, j'étais comme ça va lui faire du bien. Christian savait où s'en aller avec ça. On avait comme parlé un peu de où ce qu'on voulait s'enligner avec ça. On avait déjà flirté avec ces idées-là de punch, de type de personnage. Puis Isabelle Ouellette, c'est ça. Isabelle Ouellette, c'était aussi une joueuse qui pouvait vraiment défoncer tout. Puis d'un coup, s'il y avait une couple de mauvaises impros, je checkais un peu sa confiance, puis j'essayais de l'encourager, puis c'est là que les comparés viennent stratégiques. Moi, dans mon cas, là, je faisais vraiment ça. J'étais comme, OK, une comparée, mettons, si Christian était hot, il est pas obligé d'être dans celle-là. Laisse les autres joueurs la jouer puis te sentir. C'est comme genre, t'embarques sur la glace, il y a personne qui va te checker, là, t'es sûr. Là. Tu vas juste te sentir bien par rapport à toi, par rapport à contact avec le public, juste prendre la parole, parler, parce que on l'oublie, mais comment de joueurs embarquent souvent comme troisième joueur, quatrième joueur, puis c'est dans les faits d'impro, puis de l'arbitre, il n'y a même pas eu le temps de prendre la parole, où ils ont parlé, mais c'était timide, c'était pas fort, ça n'a pas donné l'éclat
qu'ils avaient comme espéré. Puis là, ils retournent sur le banc avec ça. Puis là, ils ont comme soit pas apporté ou ils ont comme rien donné. Ben, c'est difficile de laisser aller. C'est vraiment, vraiment difficile de laisser aller. Puis j'étais sensible à ça. Puis j'aimais, parce que je suis quelqu'un qui, je dis tout le temps en blague dans les brainstorms, quand je travaille avec n'importe quel créateur, là, je dis tout le temps, moi, je manquerai jamais d'idées. Puis je suis sincère, tu sais. Je suis autant rendu coq pour dire, ouais, je vais te trouver une idée. Elles vont pas toutes être bonnes, vraiment pas toutes bonnes, mais c'est pour ça que Christian aime travailler avec moi, c'est comme, moi, je suis un moulin à parole, je vais te donner des idées, puis sur tout ce que j'ai parlé, là, lui, il fait tout le temps, OK, ça, OK, puis là, on travaille sur quelque chose de concret. Puis dans le caucus, souvent, au secondaire, parce que c'est là que j'ai plus coaché, les jeunes sont comme moins verbeux, ils vont comme plus figer, ils vont plus voir comme, OK, moi, je peux-tu à jouer, ou comme, il me semble que c'est à mon tour, là. Tu sais, il me semble que je serais drôle dans cette impro-là. Je vais faire ce personnage-là, mais ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas une idée de concept ou d'histoire. Puis moi, c'était ça que j'essayais de les nourrir. Mais toi, t'as embarqué que t'es devenu coach de ça. Qu'est-ce qui est comment? Ah, Christian m'a juste demandé parce qu'on faisait... Ouais, non, c'était juste ça. Parce que ça venait à Moncton. T'es comme t'as à l'université de Moncton qui me coachait. J'avais pas coaché énormément. Je descendais... Les premières années, comme souvent à l'université, t'es un petit peu moins impliqué. Tu descends souvent chez papa et maman. Puis tu sais, là. Fait que je descendais souvent à Moncton. Puis j'étais impliqué dans toutes sortes d'affaires. Là. J'écrivais une pièce de théâtre encore là, pour Suzanne Guitare Migagui. J'étais comme impliqué. Puis là, d'un coup, ben, comme Christian me demandait, il me semble l'équipe va nulle part. Puis Christian a eu des moments rough aussi. À un moment donné, ça avait fait couper dans l'équipe. Puis il avait même pas fait d'équipe du secondaire. Un peu comme l'histoire de Michael Jordan, genre qui a pas fait son équipe de basket au collège. Là. Fait que là, Christian cherchait un peu à avoir de confiance. Puis là, j'ai comme embarqué avec eux autres. Puis c'était pas comme un désir, c'était pas dans mon but que j'avais fixé dans mon parcours en me disant j'aimerais ça être coach. Non, vraiment pas. Tu sais, ça m'a fait même plus aimer de nouveau la game parce que ça, c'était dans les années justement que j'étais impliqué avec les Aigles Bleus au soccer. Fait que j'étais moins impliqué dans l'impro, puis je sentais que mes idées n'étaient pas tout le temps soit bien comprises ou bien amenées, ou j'étais pas le joueur que j'étais à la toute fin, là, tu sais. Puis on dirait que ça aussi, ils m'ont fait beaucoup de bien parce que le mot s'est passé. C'est André coachait l'équipe qui a gagné, qui a battu justement Edmundston en finale. Fait que là, moi aussi, là, j'étais comme, que je joue au secondaire ou à l'université, je connais la game, je suis capable. Tu sais, ça m'a. Je pense que chaque personne le sait. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis, tu peux autant m'en donner que moi, je vais essayer de t'en apprendre, mais faut que tu sois à l'écoute pour ça. La base de l'impro, l'écoute. je veux le dire à chaque fois. Chaque fois que je parle d'impro, de théâtre, d'humour, le monde, qu'est-ce que ça prend? L'écoute. Ça, moi, je suis catégorique pour faire un montage dans toute ma vie, toutes les entrevues que j'ai données. C'est une affaire, ça prend, c'est l'écoute. Si t'as pas l'écoute, puis c'est l'écoute de soi-même aussi. Tu sais, c'est dans les deux sens. Tu t'écoutes l'autre, oui, ça c'est évident. Mais si t'écoutes pas, toi, tu vas faire un geste, tu seras pas conséquent avec ton geste parce que t'écoutes pas, t'es tellement en l'air, t'es tellement préoccupé à juste déplacer de l'air puis pas réaliser qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu dégages chez l'autre. Mais la réponse va venir bien plus facile avec l'écoute. En humour, en sitcom, le gag est souvent pas la réplique, c'est la personne qui réagit, qui écoute juste. C'est ça qui est la réaction, c'est ça qui est le punch. C'est la manière que l'autre dit puis qu'il encaisse de coup puis il va avec une face. C'est ça qui est la joke. Et avec la caméra peut décider qu'est-ce que tu vois aussi. Oui. C'est pas comme une scène où ce que peut-être les gens sont en train de regarder la réaction. Tu sais, là. Fait que moi, je comprends ça puis j'aime assez jouer ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup la caméra ces temps-ci. Là, tu peux être plus précis dans ton humour. Beaucoup plus que sur scène, comme tu dis, parce que le regard va partout. Puis t'essaies d'attirer le regard, puis des fois, c'est ça qui fait l'expression tirer sa couverte, parce que lui fait une niaiserie, lui fait quelque chose, l'autre dit une réplique, il y a une mise en scène, il y a un jeu d'éclairage, tu fais comme... Une des choses qu'on n'a pas mentionné dans la description du début, c'est que tu as aussi enseigné des cours d'impro en art dramatique. Tu as enseigné au département d'art dramatique. J'enseigne encore. Ah, OK. Donc, entre autres, l'improvisation, qui est pas la même chose, mais est-ce que toi, tu es capable de voir... Est-ce qu'il y a comme une sorte de mariage de l'impro-match et de l'impro théâtral dans ça, non? Pas beaucoup. Ils sont vraiment déçus, mes étudiants qui viennent puis qui me connaissent de l'impro de ligue puis s'attendent de l'impro de ligue. Je l'utilise seulement comme point de départ. C'est sûr, c'est pas un désavantage. Tu sais, il y a eu vraiment pendant longtemps, vous vous souvenez tous du temps où en art dramatique, vous jouez de l'impro, tu perdais des points, t'étais plus admissible. Vous vous souvenez de ça, hein? Mm-hmm. Hein? Fait que là, moi, j'enseigne depuis 2005. J'ai gradué en 2004, puis en 2021, j'enseigne. Ça fait 15 ans, j'enseigne le cours qui s'appelle maintenant, pour éviter la confusion, il s'appelle plus improvisation. Depuis 4-5 ans, il s'appelle technique de jeu. Donc, l'improvisation est une technique de jeu, mais c'est un outil que je vais donner, mais je leur donne beaucoup, beaucoup d'outils d'écriture parce que pour moi, par exemple, en première année, premier semestre, que c'est un cours que j'enseigne tout le temps, je leur montre d'abord à apprendre à se connaître eux-mêmes. On parlait tantôt de l'écoute. Faut que tu apprennes à te connaître pour savoir quel type de joueur que tu es, qu'est-ce qui te stimule avant de travailler avec d'autres joueurs. Parce que je divise souvent en deux catégories. Je dis, il y a de l'impro qui est abstraite ou concrète.
Puis le monde fait comme, ben ouais, il me semble qu'il y en a d'autres. Je dis, oui, il y en a d'autres. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais moi, je veux tout le temps vous diviser en deux, juste pour savoir dans quoi vous rangez. Si je te dis la voyelle A, ça t'inspire-tu quelque chose? Puis qu'est-ce que tu joues? Es-tu vraiment en train de développer une impro avec corps, que tu veux pas impliquer la parole? Si je te dis, par exemple, c'est sûr, le gazon est mouillé, ben, on est beaucoup plus dans le concret que dans l'abstrait. Parce que là, je viens de te donner une image, je viens de te donner un sujet, je viens de te donner un adjectif. Fait que comme, tout d'un coup, on s'attend à un résultat. Mais si je te dis un son, si je te dis juste un mot qui peut être interprété à double sens, tu vas certainement pas jouer de la même façon qu'un autre de tes collègues. Ça les surprend beaucoup parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent toujours parler. Puis ça vient du gars qui parle constamment, fait que ça les fait rire parce que moi, quand je leur montre des exemples, je me ferme la gueule puis je leur montre comment focusser sur des éléments du corps. Comme des fois, je fais une impro de 1 minute puis on utilise juste la main, puis je leur montre juste comment, même avec les émotions, comment tu fais pour jouer, mettons, l'activité. Je veux juste leur montrer, même si c'est des clichés total, je veux juste leur montrer la main droite, la main gauche, le pied droit, mais là, tout d'un coup, on va avec les genoux. Là, on divise. Là, tout d'un coup, tu as juste droit à la tête, mais t'as pas le droit de faire de face. T'as pas le droit, tu sais, on essaie de quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire en impro de ligue parce que c'est vite. On pourrait faire dans des entraînements. Ce que j'ai pris des entraînements puis que j'amène encore, c'est ces fameux impro salons qui est devenu comme une espèce de lieu mythique là où ce que dans les impros, pour se préparer à la QI, dans les années que moi je jouais, on pouvait passer des heures. C'était juste assis dans le salon. On avait une situation, puis c'était toujours des confrontations. Quelqu'un doit annoncer que ton coloc, tu lui dis qu'il s'en va. Fait que t'as hâte de voir la réaction. Fait là, on disait souvent en cachette, je te disais à toi, OK, tu vas dire que cette personne-là, qu'elle pourra pas chanter sur l'album. J'ai pris cet exemple-là par exprès parce que c'était avec notre ami Kevin Doyle. Puis c'est une des répliques qui, encore à ce jour, m'a fait plus rire. Puis Kevin aussi, ça l'a fait rire. Il a commencé à me gueuler après parce que je voulais chanter sur un album. Puis c'est ça, il fallait qu'il fasse. Kevin, comme on sait qu'il peut être prime, il m'a planté pendant 5 minutes. Puis moi, ma seule réponse que j'ai dit, c'était que parce qu'il disait comment j'étais mauvais, comment je chantais mal. Puis j'ai dit, live ou en studio? C'est la seule affaire que je me dis. Puis Kevin, là, elle a juste comme cassé. Puis je me rappelle tout ça, j'étais là. On était là, c'est juste du gossip pour du gossip, mais c'est ça qui est le fun de votre podcast, là. On fait plein d'insights. C'est dans le temps que Robert Gauvin et Mireille Blanchard étaient un couple. Puis il y avait comme une espèce de porch, là, en avant, puis c'est là qu'on faisait nos impros. Mais ça, là, live ou en studio, tout le monde qui était là, j'avais fait rire toute l'équipe, puis j'avais eu comme une confiance, puis ça, c'est venu de l'écoute, c'est venu de juste comme la précision des mots, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux joueurs. Ben, je dis joueurs, mais c'est des comédiens, des improvisateurs au bac d'art dramatique. C'est avant que vous avez la permission de prendre la parole, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous avez à dire parce que souvent, vous allez juste dire n'importe quoi. Puis quand vous allez dire des choses, quand on se met à écouter ce que vous avez dit, ça démolit votre première phrase parce que vous avez dit, vous êtes en train de soit surexpliquer une réplique, elle est pas nécessaire, ou vous m'avez comme donné tellement une image précise que j'ai plus de mystère dans votre jeu, je rêve plus, je suis comme... Pourquoi vous avez parlé? Qu'est-ce que ça avait ajouté? Là? Vous aviez peur que moi, j'étais un public niaiseux puis j'étais pas assez intelligent pour comprendre. Fait que, il trouve ça rough. Il trouve vraiment ça rough. Il y a un jeu qu'on a fait la semaine dernière qui s'appelle le jeu de la plume. Tu as juste droit à une réplique. C'est un face-à-face. Je dis une réplique, je dépose la plume. Puis toi, tu réponds l'autre personne avec une plume, avec une phrase. Tu n'as pas le droit de poser une question. C'est la seule chose que je leur dis, vous n'avez pas le droit de poser une question. C'est incroyable comment systématiquement tout le monde fait comme. Fait que t'en viens-tu avec moi? Ah, shit, t'sais. Pourquoi tu viens pas? Ah non. Parce que ça, et là, on va rentrer dans la psychologie de l'impro, là. Quand tu poses une question, tu te déresponsabilises de l'acte de faire avancer une impro, de faire avancer une histoire. Parce que je suis en train de te donner la responsabilité. Vas-y, toi. Michel, où on va? Au lieu de te dire, la voiture est prête, on s'en va à Hamilton. Là, tu fais comme, j'ai pas le choix. Toi, tu dois réagir à ça. Là, on fait avancer. Mais c'est incroyable comme des petits jeux comme ça. Fait est-ce que ça s'apparente à l'impro de ligue? Pas directement, mais oui, parce que c'est le même esprit. Tu sais, c'est comme genre, ils font, c'est pas une catégorie. Je fais, non, je sais que c'est pas une catégorie d'impro de ligue. Mais quand vous comprenez ça dans votre tête, comment je développe cette histoire-là, puis on explique des parcours d'objets, j'explique beaucoup les défauts, tu sais, comme je fais une fiche analytique de personnages, puis je leur dis, genre, c'est pas les qualités, c'est les défauts. C'est ça qui rend un personnage attachant. On parle de volonté contre volonté. Qu'est-ce qui l'emporte dans une impro? C'est souvent la contre volonté. T'as envie d'aller aux toilettes, mais en même temps, si tu vas aux toilettes, tu vas manquer les explications du professeur. Mais ça, c'est une scène d'impro, c'est une scène de théâtre drette là. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais quand ils ont cette motivation-là, sinon, c'est pas nourri, c'est pas... Ils voient vraiment que, tu sais, je suis à cheval sur ces principes-là. Je leur enseigne cette technique-là constamment. Je leur dis comment... Moi, je résume ça souvent en 3 étapes. Il y a le oui, le non, le peut-être.
quand tu comprends que ces 3 émotions-là font partie d'une impro, c'est comme ça que tu construis. C'est un conflit. Mais un conflit avec une résolution potentielle de conflit. Tu en trouves un, tu en apportes un autre, tu sais. Mais moi, quand je leur explique ça comme ça, c'est comique. En première année, je leur fais souvent chaque début de cours. C'est qu'est-ce que ça a appris jusqu'à maintenant. Ils me rappellent juste des théories. L'avantage, le luxe, je dirais le luxe que j'ai enseigné ce cours-là, c'est qu'on peut faire de la répétition. C'est-à-dire que une impro est finie, je vais leur faire je leur donne quelques notes puis ils la refont de nouveau. Ça fait que c'est plus de l'impro, mais c'est pas plus grave, c'est pour développer un mécanisme. Tu sais, à un moment donné, si tu donnes le mécanisme constamment, ben, faut que tu le comprennes parce que si je te dis juste ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, après on passe au prochain qui fait un autre impro, toi, tu l'as enregistré, mais tu l'as juste enregistré de façon intellectuelle. Tu l'as pas vécu encore dans ton corps. Tu n'as pas encore développé ce réflexe-là de bâtir une impro avec ces paramètres-là que j'essaie d'enseigner. J'essaie d'être comme, parce que ma bibliographie, il y a 2 livres dedans, genre, dans mon syllabus que je leur mets. Il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de livres qui est écrit sur l'impro de la façon que moi j'aime l'enseigner depuis 15 ans, qui est vraiment basé sur des principes, qui est de l'écriture. C'est vraiment de l'écriture. C'est ça qui me fait triper. C'est de l'écriture spontanée qu'on fait, mais elle n'est pas si spontanée quand c'est réfléchi. Quand tu sais où aller, puis vous savez tous, quand on fait des bonnes impros, tu sais que je t'ai mis une porte juste à la bonne place, puis je savais que tu allais apprendre. Puis là, je t'ai mis un conflit, mais un conflit qui est réalisable dans cette impro-là. Pas un conflit que je dis, hey, j'aimerais ça avoir de l'argent. Non, mais ça, c'est un rêve. C'est bien beau, mais comment je vais mettre ça dans l'action concrète? T'achètes un billet de gratteux, puis là, tu gagnes ou tu perds, ou tu as gagné de l'argent, puis l'histoire classique, tu avais promis à quelqu'un d'autre d'argent. Mais là, ça, c'est pas la même histoire que dire un jour, je voudrais avoir de l'argent. C'est ça que j'essaie d'enseigner modestement, évidemment. Moi, je pense que tu es dû pour un book deal. Si ces livres n'existent pas, hein, il est temps que tu écrives ça. J'aimerais ça écrire. Elle est en train de mettre ça sur mon dos en même temps, là. On devrait collaborer sur quelque chose, André. Il faut absolument. Ouais, je l'écrirai puis tu mettras ton nom dessus. Plus vendeur, c'est plus connu. Ça fait longtemps qu'on parle. Fait que passons à la section questions éclairs, tout en s'attendant que le nuage va passer quand même assez lentement. Non, je vais essayer de te surprendre. Vas-y, je vais essayer de te surprendre. Des fois, il y a des choses on voudrait explorer des choses, je pense. Là. Fred Mallet demande, est-ce que tes mots inventés étaient un effort conscient ou ton cerveau marche juste so-so dans le département linguistique? Ma réponse est, il marche trop vite. Je combine souvent 2 mots, 3 expressions en même temps. Mon cerveau va plus vite que ma parole. C'est ça. Fait que c'est pas conscient, mais je joue énormément avec ce principe-là. Ça fait partie de mon trait d'humour. Des péronismes, là, qu'on appelle. Ah oui. Ben, faut trouver un autre nom. Toi, t'avais dit, sur ma carte que j'avais, t'avais appelé ça lâcher le talon. Comment t'avais dit ça? Ben, lâcher le talon est tellement verbose. Le personnage de dessin de bande dessinée. Oui. Est tellement verbose. Tous les mots sont vrais, mais c'est comme des mots à 5 piastres, là. C'est ça. Des mots sont souvent pas utilisés à bon escient. Tu sais, on peut s'amuser. À bon escient. Ouais, c'est ça. Posons un autre. Rémi Goupy demande, peux-tu nous parler de la théorie de gestion d'équipe de tout le temps entrer sur la 2e improvisation du match, concept que tu faisais lorsque tu étais mon capitaine en 2003-2004. Alors, c'est quoi cette stratégie-là? C'est une question de lever le show. Souvent, la première impro, tu sens que le monde est en train de tâter le terrain, ils se connaissent pas vraiment, le public essaie de voir. Puis la deuxième impro, pour moi, c'est l'impro la plus cruciale. C'est là que ça décide si ça va être un bon match ou pas. Puis moi, systématiquement, je me donnais ce rôle-là. J'étais comme, OK, le premier, il y a souvent le monde qui était, je parle de calme, il y a du monde qui était boosté. Je fais comme, hey, allez-y, vous autres. Vas-y, toi, faut que ça sorte. Moi, je peux garder ça en dedans encore de moi pour une autre impro. Mais la deuxième impro, là, je la voulais beaucoup, presque tout le temps. J'étais comme, je vais en prendre celle-là. Après la brise-glace. Ouais, après la brise-glace. Parce que la brise-glace, c'est comme genre, tu veux que des Doyle, des Siam, tout ça, tu sais, ces genres d'énergie-là. OK, allez-y. Puis la deuxième, faut qu'elle reste haute. Puis moi, j'aimais ça parce que j'étais à l'écoute. J'étais comme, OK, ça va être une game de même. Tu veux pas aller là ou je dois aller dans le même sens? Fait que je prenais cette responsabilité-là de setter le ton au match. Je me rappelle pas pendant tout. Je me rappelle à cette heure qu'on le dit, mais c'est comme comment j'étais, oh my God, j'avais plein de stratégies. J'étais un ancien gardien de but au hockey, puis pour les gens qui connaissent un peu le hockey, c'est des gens les plus superstitieux qu'ils ont pas, parce que quand tu fais un blanchissage, tu gagnes, là, tu fais tout le temps les mêmes affaires constamment. Là, fait que, quand j'étais jeune, tu sais, moi, mon nom, c'est André Roy, puis dans le temps qu'on jouait, ben, c'était André Racicot puis Patrick Roy, le duo. Fait que Patrick Roy avait gagné, mais André Racicot, son nom, c'était Red Light Racicot. Fait que quand il comptait des buts, c'était André, c'était mon prénom qu'on signait, puis quand je faisais un blanchissage, c'était Roy, là, j'étais bon, tu sais. Puis la première fois que je faisais de blanchissage, j'avais mangé des spécial K, puis je connaissais pas un grand mot en anglais parce que nous autres, chez nous, il y avait de tout à Campbellton. C'était ça le vrai bilinguisme. On parlait dans notre langue, l'autre parlait en anglais. Puis il m'a demandé, what did you eat this morning? J'étais là, hein? Spécial K. Puis là, ils m'ont appelé Special K toute cette année-là. Fait que là, c'était la joke. Fait que, puis mes enfants mangent Spécial K aujourd'hui.
ben ils font pas du hockey. Maë, ma plus vieille, son rêve, c'est de faire de l'impro, en tout cas. On joue de l'impro le soir avant de se coucher. Trip, ben, on fait des thèmes, puis quand même, on fait des comparés ou des mix, là, avec que je joue l'autre équipe. Fait que là, faut que je fais l'autre équipe, fait que je fais 2 fois la même impro. En tout cas, c'est... Fait que t'as vraiment intégré ça dans ton parentage aussi. Oui. Ben, je veux dire, moi, comme parent, ben, ce qui est comique, c'est, je pousse vraiment pas trop mes enfants là-dedans, mais d'un coup, ils ont tombé dedans, ils dansent, ils font aussi du sport un peu. Puis là, d'un coup, là, ils ont participé, la plus jeune, Claudie, a participé dans la série des Newbies. Le Maë a participé, puis Claudie, dans le Grand Ménage des Fêtes cette année. Là, ils participent tout de suite dans une série Garde partagée. Ils sont de plus en plus impliqués. Puis là, la caméra, c'est comme devenu une deuxième nature. T'sais. Ils sont vraiment, vraiment à l'aise. Ils aiment ça. Maë, le premier match d'impro, c'était Christian qui coachait son équipe. Puis c'était à l'école Mathieu Martin, puis on l'a amené là. Puis elle était assise avec sa fille, Léa Essiane, puis ils ont juste cliqué. Puis elle m'est arrivée ce soir-là, puis tout d'un coup, elle voulait vraiment que je faisais la lecture du carton. C'est improvisation mix, ayant comme thème. Tu sais, j'ai fait tout. J'invente tout le temps le carton, mais elle aime entendre ça, puis c'est comme devenu une petite chanson qu'on fait. Juste à la toute fin, je fais pas ce que j'étais reconnu à faire, le cock and a kiss. Là. Je fais pas ça, par exemple. Non. On aurait dit que tu ne fasses pas dans ce temps-là aussi. Non. Fred m'allait avec une autre question aussi. Il demande comment tu ajustes ton jeu quand tu fais face à des joueurs qui prennent beaucoup de place, comme des Essiam, des Sam, ce genre de personnes-là. Je prends tout le temps un personnage qui est contre ce qu'ils vont faire. Ça fait que ça, c'est comme une technique très, très simple. S'ils sont super low, je vais aller énergétique. S'ils décident, souvent, je joue le sidekick. Puis moi, j'ai un malin plaisir de faire les straight. Comme vraiment le setup, là, moi j'adore ça parce que ça me dérange pas pantoute. T'sais, moi je dirais, en fait, ce qui est plus difficile d'adapter ton jeu, c'est que tu vas être à la hauteur de ces bons joueurs-là qui a nommé. Puis même si tu fais l'impro, je m'en fous. Si l'impro t'es bonne, c'est correct. Si c'est vraiment une espèce de concours d'ego puis tout ça, j'ai bien des défauts, mais comme tu sais, moi là-dessus, autant que j'ai un ego parce que je veux que les gens soient contents puis soient pas déçus, hein. Encore une fois, 3e fois déjà. Puis je me rappelle quand j'ai joué, c'est pour ça que finalement ça a donné que j'avais ce chandail-là à soir, là, mais quand j'ai rejoué de nouveau dans le Zèbre d'or, ça s'appelle. Quand tu m'as remplacé dans les impromptus. Oui, tu peux le dire. Je suis pas dans l'équipe originale. J'avais été mis de côté, j'étais peut-être un vieux, mais je me rappelle, là, comme j'avais de la pression, là, les gens étaient là, puis ils me regardaient jouer, puis ils voulaient savoir, puis je jouais avec Christian. Puis le premier match, c'était le fun, mais c'était ça, c'était haute énergie, il y avait quelque chose, on a gagné le tournoi, c'était comme le fun, puis il y a cette réalité-là, là c'est le fun, on peut parler tous des exploits, puis faire dans le passé, ben à un moment donné, il faut que tu back up ce que tu as dit. Là. Si j'ai dit j'ai gagné la première étoile en finale, là, pour on a gagné à QI, ben les gens ont des attentes à ça. Puis si je peux pas être ce joueur-là, ben j'ai des sérieuses questions à me poser parce que pour moi, il y a pas comme d'autres sports, se dire que t'es rendu vieux, t'es rendu moins bon. Moi, je crois pas vraiment là-dedans pantoute parce que au contraire, j'ai tout un autre bagage que j'avais pas avant. Il y a plein d'univers que justement le parenting, j'étais pas là-dedans évidemment quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'ai comme tout ça. Fait que j'aime ça de nouveau jouer. Tu t'es beaucoup entouré dans les groupes comiques, dans tous les projets, dans des équipes aussi, de ces gros joueurs-là ou de vedettes, disons. Fait qu'il faut pas avoir peur d'être le second, d'être le... Pantoute. Il y a rien de mal à ça parce que il y a besoin d'un second. Ce monde-là a besoin d'un second. Ce monde-là a besoin de, justement, que tu prends la balle au bon puis quand il y a un joueur qui joue moins bien, ben, ils peuvent regarder puis faire OK, moi je m'en occupe, tu sais. Samuel Cherson m'avait demandé un peu comment me décrire comme joueur des fois, comme il disait t'es-tu comme genre un Sidney Crosby ou tu sais. Puis là on était vraiment dans le hockey, puis tu sais moi j'ai dit je suis comme un Adam Oates, tu sais genre le meilleur passeur dans toute l'histoire, tu sais, ben quelqu'un qui compte, il a besoin d'avoir une passe avant pour qu'il mette dedans. C'est sûr, être marqueur, c'est un talent en soi, comme un puncher, tu sais, puis si on veut faire des analogies sportives à l'impro, mais ça prend quelqu'un qui va vraiment avoir cette table, qui va avoir fait de quoi, puis il va rendre l'autre plus drôle, il va être capable de back puncher, puis tant mieux. S'il était pas là, si moi j'étais pas là pour certaines impros, ben l'impro aurait pas eu ça. Mais j'aime aussi, par contre, des fois quand je joue dans les impros, dans les équipes, puis j'ai cette liberté-là, j'ai comme pas la responsabilité d'être capitaine ou d'être responsable ou de surveiller les énergies de tout le monde, puis je peux juste aller faire mon fou puis juste être le drôle. Ça, c'est le fun aussi, là. Comme dans le sim, des fois, quand il y a d'autres mondes qui veulent animer que moi, ben je me permets de jouer, puis c'est sûr que là, j'ai vraiment du fun à le faire aussi. Là. Faut se plaire aussi à nous-mêmes. Oui. Je saute à Bébert ici. C'est le plus de questions qu'on n'a jamais posées, écrites par Bébert. 2. André Roy. Il dit André Roy, niaiseux de nature ou grand génie de l'humour qui pull un grand subterfuge et peux-tu épeler subterfuge?
S-U-B-T-U-R, subtil. Non, je peux pas, finalement. Je peux l'écrire, mais pas l'écrire. Je pense qu'on a démontré, juste dans la façon que tu parles ce soir, que c'est un personnage, tout ça. Ben oui. Pas si niaiseux. Et on a Frédéric Melançon qui dit, c'est quoi la dernière impro que t'as joué avec des cheveux? Alors, je sais pas s'il fait référence il y a maintenant le monde chantait, là, Calvitie, tu te souviens-tu de ça? Non. Oui, il y a quelque chose qui, en tout cas, quand on est arbitre, on se fait dire des affaires que... Ah, oui, quelqu'un je t'arbitre, mais pas comme joueur, oui. Ouais. Je pense pas que tu te souviens de ta dernière impro. C'est une question méchante, là. Mais peut-être que ça nous ramène à ce qu'on avait demandé au tout début de l'émission, c'est-à-dire l'histoire de sac à blague. Fait que c'est un peu ça, là, quand tu dis que t'es le second. Ça fait-tu partie de ça, d'être le sac à blague, la personne qui est c'est quoi, la tête de Turc? C'est le même temps appelé ça? Ouais, la tête de Turc, le souffle-douleur. Ouais. Ouais, ça me fait plaisir. Mes enfants, Claudie, ma plus jeune, elle, ça elle fait tout le temps la peine, comme dans les trios, quand elle regarde la télévision, les newbies, elle aime pas ça quand je me fais tout le temps entarter, tu sais, comme pas au sens physique, mais psychologique. Des fois, on a l'impression le personnage, tous les personnages que je joue, il se fait avoir. T'es le loser. T'es le loser. Tu sais, je suis comme genre. Ils appellent ça dans les archétypes. Là, si on veut faire un peu de théorie en humour dans le sitcom, il y a 8 archétypes de personnages. Puis moi, je joue souvent ce qu'on appelle le lovable loser. Ça, c'est dans mon casting. Ça, naturellement, j'aime jouer. Je suis bon là-dedans, j'ose croire, parce que c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Fait que moi, des jokes de calvitie, que Frédéric Melançon, oui, il n'y a pas grand cheveux, il y a beaucoup de barbe, il n'y a pas grand cheveux non plus. C'est un site, me semble, tu fais une joke de même sur moi. Il me semble que, me semble que oui, en tout cas. Mais ça me fait rire parce que les gens sentent tout le temps le besoin, on dirait, de me faire une blague ou d'essayer de me, surtout la gang d'impro. C'est correct, là, genre, j'ai pas fait de mauvais, j'ai jamais mal dormi à cause de ça, là, mais tu sentais des fois, là, il y avait comme genre une joke. Eux autres sentent le besoin de faire une joke sur moi parce que je perds mes cheveux ou, la façon que je parle, la façon que je suis habillé, la façon, on trouvait tout le temps quelque chose à faire une joke sur moi, puis moi, ça me dérangeait assez pas, puis sérieusement, là. Probablement parce que j'ai une confiance inébranlable, ça me dérange pas. Mais je me demande quand les gens font ça, c'est-tu pour se rehausser, c'est-tu pour essayer de faire, c'est-tu dans le but d'essayer d'être drôle, c'est-tu dans le but, il y a toute cette psychologie-là qui rentre. Moi, je les laisse faire, tu sais. Moi, je suis pas un sac à blague, mais j'aime trouver le sac à blague puis piquer dessus. T'es pas le seul, là. Mais le fun de ça, pour la personne qui le fait, oui, c'est pour être drôle, mais c'est pas drôle si l'autre personne prend ça très mal. Non, c'est ça. Juste moi, fait qu'un sac à blague, c'est quelqu'un qui le prend bien. Fait que c'est drôle, mais on le prend tout bien. Tant et aussi longtemps que c'est vrai, c'est sincère, que la personne n'est pas en train de pleurer en dedans. Oui. Puis c'est pour ça que tu sais qu'en impro, des fois, il y avait des jokes qui ont été trop loin. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont été un peu affectés par ça. Mais moi, jamais. Fait que c'est pour ça que ça me... Tu sais, je veux dire, moi, dans un groupe, je sais que dans un party, le monde va avoir du fun, je vais être là. Puis s'ils veulent faire des jokes, puis ils veulent se moquer de moi. Puis moi, je suis un gars aussi vraiment de party. Tu me donnes une bière, j'en prends 8 ou une, j'ai autant de fun, puis ça me dérange pas. Puis je peux en prendre, mais j'aime aussi pouvoir en donner en échange. C'est juste que naturellement, je suis plus casté dans ça, là, le sac à blague, le punching bag. Je peux en prendre des coups, ça me dérange pas. Une question finale qui est peut-être plus sérieuse vient de Basse Lévesque, un autre de tes collaborateurs. Comment as-tu développé ta résilience? Il se fait ou se faisait souvent taquiner pour savoir, tout ce que tu viens de dire, pour tes chanter. Comment as-tu réussi à mettre tout de côté et continuer à foncer? André, il est en téflon. Il n'y a rien qui le borde. Je pense que c'est ça, pour revenir sur ce moment-là que je te disais, je pense que la perte de mon frère, c'est de là. Je pense la conscience de la vie fragile, la conscience de comme, faut aller en avant parce que sinon, ta vie est finie. Je veux dire, je veux pas tomber dans un essai philosophique ici, mais je veux dire, quand t'arrêtes de te battre, tu meurs. C'est fini. Fait que moi, j'aime mieux me battre. J'aime mieux prouver à tout le monde qu'ils se sont trompés à mon sujet. Puis la satisfaction va être encore plus grande. Pour tout le monde, puis mon respect des gens va être plus grand aussi parce que je pense qu'il y a personne qui aurait imaginé que j'aurais été capitaine à toute fin de mes 7 ans de la Licume, qu'on aurait gagné la QI, que j'aurais été décroché cette première étoile-là. Je pense que personne, puis même moi, j'aurais pas pensé à ça, même si j'avais beaucoup de confiance. À un moment donné, je suis très réaliste aussi, là, tu sais, même quand j'étais jeune, oui, je voulais être James Bond. Ça arrivera peut-être pas. Quoi qu'ils ont pris un blond au lieu d'un, tu sais, ils ont changé la couleur des cheveux, fait qu'ils pourraient prendre un show. Tu sais, comme Frédéric Melançon resterait bête en tabarouette, là, hein.
Hein, il rirait plus du gars qui a pas de cheveux, là, hein, que si je faisais James Bond en place de Daniel Craig parce qu'il dit que c'était son dernier. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a pas de, c'est la façon que je fais. Je suis très content de la manière que mon cerveau s'articule devant moi. Moi, ce qui m'excite de créer en Acadie, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore en train de débroussailler beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'ai décidé de rester en Acadie, parce que j'avais le goût d'être le premier à développer des projets. Pas tout seul, c'est pas le je qui est important, c'est le nous. Tandis que si je m'en allais à m'expatrier au Québec, ben là, j'avais l'impression que j'aurais juste suivi un peu l'effet que les gens étaient là, puis j'aurais fait partie de ce phénomène-là, alors qu'ici, on peut le créer. Je pense que ça, c'est un peu prophète de la prochaine section qu'on va aborder. On va prendre une légère pause et au retour, on parle de l'impro comme moteur créatif et économique avec André Roy. À tout de suite. On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô. Et André Roy, notre invité. Salut. Et on parle avec André de l'impro comme moteur créatif et économique. Je pense qu'on a tout un peu d'expérience là-dedans, mais André pas mal plus. Fait que t'en as parlé un peu tantôt d'ailleurs. Tu sais là, je dirais qu'il y avait comme des éléments là-dedans où ce que quand tu parlais même au secondaire, quand vous avez parti les mains de nez, c'était né d'impro. C'est l'impro. Travailler sur cette impro-là jusqu'à temps qu'elle devienne un sketch. Fait que c'est-tu beaucoup de même que tes projets, toi, commencent? Il était déjà une impro ou est-ce que faisons une impro pour voir où est-ce que ça peut aller puis là, ça se développe en projet? Qu'est-ce qui est un peu ta démarche? Ma démarche, c'est tout le temps de l'impro, c'est provoquer. Je pense que le mot-clé, c'est provoquer. J'essaie toujours de provoquer soit une collision d'idées, deux idées qui se peuvent pas ensemble. J'essaie d'aller voir, soit je le mets sur papier, soit quand j'ai le luxe de le faire en scène, c'est-à-dire on est installé au bureau, ce qu'on a comme un studio où ce que je tourne des affaires. Fait que des fois, avec des collègues, on peut tester un peu des affaires. Fait que ça part toujours d'une impro. Ça part toujours d'une idée que je veux verbaliser, je veux soit articuler autour d'un thème. Puis là, ensuite, la grosse différence, c'est que je vais aller à l'écrit. C'est que, tu sais, je reste pas juste une idée en l'air. Souvent, le danger de l'impro, c'est qu'on a un bon feeling. On est comme, hey, c'était drôle. Puis là, après, il y a personne qui a pris une note. Fait que là, on l'oublie. Là, puis là, on fait, mais ça me semble, c'était drôle. Puis là, il y a tout le temps les fameuses phrases, you have to be there, parce que tu essaies de faire le même punch, le monde rit pas. Mais il faut que tu sois là, parce que ça me semble que j'avais bien seté, puis là, tu l'as plus comme il faut. Fait que c'est d'être discipliné. Il y a une rigueur à l'écriture. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est au moins mettre sur papier des concepts. Au début de la pandémie, je vais vous donner une idée, là. Avec le diffuseur, je pense, j'ai UniTV, j'ai pitché 18 projets différents, des magazines, des séries, et pour arriver avec un jeu télévisé. Donc Michel travaille avec nous, ça fait la job. Fait que tu sais, ça c'est vraiment né de comme genre, OK, il y a une pandémie, on sait que les diffuseurs ont beaucoup d'émissions qui ont été mis à poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à leur proposer une formule qui se peut avec les mesures sanitaires, les restrictions? Fait que là, c'est là que j'étais tout seul dans les bureaux de production d'entrepôt, puis ça m'a fait rire. J'avais 4 bureaux, puis j'étais comme, c'est comme je suis un peu fou des fois. Le lundi, je rentrais. Après, je prenais le bureau à Nancy. Après, le mardi, je prenais le bureau à Janie. Après, je prenais le bureau à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer au bureau parce qu'on n'avait pas le droit au début de la pandémie. Ça me faisait rire. Puis j'étais dans le temps de regarder le niveau des épisodes The Office. Fait que là, j'ai mis comme un univers. J'ai mis ça comme une espèce de collision. J'ai essayé de provoquer. J'ai dit qu'est-ce que ça serait intéressant de voir un jeu télévisé avec de l'humour puis qu'on parle un peu des jobs puis des métiers puis qu'est-ce qu'il y a le fun là-dedans, tu sais. Fait que ça, c'est pour répondre non seulement concrètement, mais c'est pour te montrer comment mon cerveau s'applique dans tous mes projets. C'est souvent comme ça. Je serais d'accord avec ça que comme tout ce que tu as besoin, c'est un thème. Dans ton cas, tu avais presque des catégories. Oui. Tu sais, il y avait des balises. Parce que moi, c'est beaucoup ça que je fais quand ce que j'écris, par exemple. Faut que je m'assoie, puis je commence. Tu sais, là, Isabelle sait très bien là, que j'écris la vaste majorité des textes qui sont sur le blog d'Impro NB. Je commence à être à sec, je dois dire, là, après comme 5, 6 ans, 7 ans, je sais plus comment, d'écrire des textes. Mais moi, tout ce que ça prend, c'est m'asseoir, savoir c'est quoi ma thématique, puis j'écris jusqu'à la fin, puis là, je me corrige. Fini. Je le joue comme une impro. Donc, comme moteur de création, pour moi, l'impro et la création, il n'y a pas de différence parce que une chanson, ça commence comme une improvisation. Là, à un moment donné, tu l'as écrit pour la première fois, tu l'as chanté pour la première fois, tu l'as joué pour la première fois. Puis ça fait que c'était improvisé dans ce moment-là, improvisé comme tu en parlais tantôt. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, il y a une technique derrière. C'est pas nécessairement complètement spontané.
Mais c'est pour ça que, comme on dit souvent, faut que tu connaisses les règlements pour défier les règlements, pour pas les respecter, mais faut que tu connaisses la game, tu sais. Mais une affaire qu'on met un peu trop souvent de côté, c'est l'écriture. Puis pour moi, j'ai devenu un meilleur joueur, un meilleur comédien, un meilleur réalisateur, un meilleur producteur quand j'ai commencé à suivre vraiment intensément des ateliers d'écriture. Parce que là, j'avais le jargon pour expliquer qu'est-ce que je voulais essayer de faire, un implant bouclé. OK, oui, on fait un setup, puis là, après, on va arriver. Ah ben oui, le spectateur va comprendre. Je fais aussi la même chose avec des personnages. Je fais, OK, pour qu'il soit charismatique, j'ai besoin d'un moment qui s'appelle Save the Cat, où c'est que tout d'un coup, je fais du name dropping, vous montrer que justifier tous les cours que j'ai pris, là. Mais c'est juste le fun parce que là, je fais comme genre, OK, il y a un moment où ce que le personnage va être vulnérable, le personnage va être attachant, même si c'est un méchant, tu sais, comme. Mais quand tu as toutes ces notions-là, tu les appliques dans un procédé, que ce soit humoristique, que ce soit une série de fiction, que ce soit un jeu télévisé, que ce soit même des vidéos corporatifs, n'importe quoi peut amener une espèce de convention qu'il faut que tu trouves. Puis les conventions, c'est des codes. Quand tu comprends les codes, puis que le public est confiant que toi, tu vas respecter les bons codes, puis tu vas jouer avec ces codes-là, puis tu peux t'asseoir et écrire parce que tu sais que tu peux jouer avec cela. Après, on est dur comme artiste parce qu'on va dire, il me semble que j'ai utilisé déjà ce code-là, il me semble que je me réinvente pas, il me semble que je vais essayer de trouver quelque chose de nouveau. C'est trop prévisible. Mais à la base, ça se peut. C'est pour ça qu'on fait des V2, c'est pour ça qu'on a une équipe, on n'écrit jamais seul. Il y a soit d'autres auteurs, soit un script éditeur. Script éditeur, la personne la plus importante, je dirais, dans le processus parce qu'elle a pas vraiment toutes ses tripes sur la table dans un projet. Elle arrive, puis elle regarde ça un peu avec des yeux frais. Elle sait pas trop vraiment où c'était avec ton idée de départ. Puis là, elle challenge. C'est ton premier regard. Ben, c'est bon d'avoir une toolbox, comme tu dis, tu sais, je pense que comme, c'est bon d'avoir une idée, mais il faut que tu aies les capacités de vraiment comme explorer en profondeur, regarder cette idée-là de différents angles, voir qu'est-ce que les possibilités connexes à cette idée-là, ou vraiment explorer en profondeur de quoi qu'est juste une idée spontanée, improvisée, que là, tu veux transformer en quelque chose de concret qui a vraiment comme une valeur artistique long terme, tu sais. Puis les termes en anglais qu'on utilise, c'est story has legs. Ça veut dire qu'il y a du potentiel dans une idée. On le voit vite souvent. Soit que des fois, dans les catégories d'impro, on fait une impro de 30 secondes puis une impro de 5 minutes. Ça devrait pas être la même idée qu'on trouve, tu sais, parce que on sait que cette idée-là va avoir un début, milieu, fin. Il y aura peut-être pas un deuxième conflit. Il y aura peut-être pas, justement, un retour en arrière. Il y aura pas la profondeur du personnage. On n'a pas le temps pour ça. Fait que souvent, c'est une quête à un seul personnage ou c'est une quête à une seule action, c'est-à-dire on doit aller aux toilettes, mais let's go, on y va, c'est ça que c'est, that's it. Puis là, c'est quand on arrive, finalement, la toilette est brisée, punch out et ça. Il y a pas de toilette, c'est une toilette turque, je le sais pas, nomme n'importe quoi, mais t'as un punch, c'est ça que c'est. Mais tu vas pas 5 minutes avec ça, non. Est-ce que il y a une valeur? Toi, tu sembles travailler avec beaucoup d'improvisateurs. Beaucoup. C'est les meilleurs. Je te dirais que même mon staff, même toute l'équipe de l'entrepôt, moi, j'ai vraiment, c'est ces genres de personnes-là que je cherche énormément. Un nouveau venu dans l'équipe, il y a Jacques-André Lévesque, qui est un gars extraordinaire, multitalent. Il y a aussi une bonne tête, il y a une bonne plume, mais il y a l'instant de se débrouiller, de démarrer, de comprendre que tout d'un coup, c'est pas toujours le contexte idéal parce que c'est ça que c'est la vie. Puis l'impro nous montre ça, tu sais, comment réussir à tirer finalement notre épingle du jeu. Mais est-ce que c'est particulièrement important pour toi dans l'acte de création? Parce que non seulement de les avoir dans l'équipe, mais de les mettre en scène aussi. C'est assez fréquent maintenant qu'il y a des pleines générations qui ont joué de l'impro que ah oui, cette personne-là, j'ai joué de l'impro avec. Ah oui, cette personne-là jouait de l'impro. On le voit beaucoup comme si c'était un peu un terrain d'entraînement pour beaucoup d'artistes. Je dirais même en humour aussi. Je trouve que les humoristes qui sont les bons improvisateurs, ça va les aider parce que en fait, la réponse courte est oui. Moi, je crois beaucoup dans ça. La meilleure école, c'est l'école de l'impro. Fait que moi, dans un CV, quand je regarde si la personne a fait de l'impro, je dis on va être de fun. Puis en télévision aussi, tu sais, on sait que quand on arrive sur un plateau, il y a des choses imprévues. L'auteur a écrit ça, mais finalement, les accessoires, le décor, le costume, ils n'ont pas réussi à trouver exactement ça, mais ils proposent quelque chose d'autre. Parce que tout le monde est des créateurs quand on est en création, en fiction surtout, tu sais, dans les séries à sketch. Ben, on va te proposer quelque chose qui est pas tout à fait pareil que comme ce que tu avais imaginé. Mais toi, comme improvisateur, tu vas prendre ça, puis ça va pas te bloquer. Puis moi, souvent, c'est ça que je cherche. J'essaie, même dans mes cours d'impro là, à l'Université de Moncton, je veux qu'ils deviennent des créateurs autonomes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables de créer à partir de leur idée, d'être des auteurs, d'être des comédiens et d'être des metteurs en scène, de faire tous les rôles dans tout le processus. Puis la seule manière de le faire, c'est quand t'es jeté comme ça, là, sur la glace, sur l'arène d'impro, là, tu fais comme, faut que je fasse avec juste ce mot-là,
une impro de 3 minutes. Ben oui, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas de costume, j'ai pas de décor. Vas-y, raconte-nous une histoire, embarque-nous dans ton univers. Puis si les gens ne savent pas encore, s'il faut qu'on fasse du recrutement, je sais pas si c'est le moment de recrutement, là, mais il n'y a pas une meilleure école de la vie que l'impro. Moi, l'impro me sauve la vie encore à tous les jours dans mes contrats. Des fois, autant que j'aimerais être le mieux préparé que je peux, des fois, je suis pas tout le temps aussi préparé que je voudrais. Mais quand j'arrive, puis je sais, je suis à l'écoute de ça, je lis soit le body language du client, de la personne avec qui je travaille, je suis comme, OK, elle veut avoir ça, je suis à l'écoute, puis tout d'un coup, je vais lui proposer quelque chose qu'elle va être contente, cette personne-là, parce que elle va sentir que d'un, je suis à l'écoute d'elle. J'ai proposé quelque chose qui est nouveau parce que j'ai été avec des idées créatrices et pas juste quelque chose de convenu, parce qu'un improvisateur fait pas ça, parce que je cherche tout le temps à épater. Tu sais, même avec un bac en infocom, au début, tu penses que l'impro, c'est pas nécessairement une base, c'est pas un prérequis, mais moi, je trouvais que oui, parce que des animateurs à radio, à télé, faut que t'improvises, faut que tu sois capable de communiquer. Puis quand on m'a demandé, moi, pourquoi faire un bac en infocom puis un bac en théâtre, bon, la version plus, comment dire ça, sentimental, mais si on veut faire un film avec ça un jour, ma vie, c'est sûr que je pourrais dire que mes parents avaient un doute, mes parents n'étaient pas nécessairement, ils me supportaient pas parce que vivre financièrement de ce métier-là comme comédien en Acadie, à moi qui vais à Montréal, ça va être difficile. Il y avait un peu de ça, ils le disaient pas, mais moi je chantais cette pression-là, mais vraiment mes parents ont toujours été là. Qu'on a fait des manées, c'était la vanne de mes parents, c'était les décors qu'on achetait, en guillemets, que mon père me donnait de sa quincaillerie. C'était les costumes que ma mère avait faits. C'était, tu sais, fait que mes parents pouvaient pas nous supporter plus que ça. Mais j'avais l'impression que c'était difficile de vivre de ça. Puis quand j'ai décidé de faire le saut après, en art dramatique, après en fin d'un premier bac, le monde disait, il y a pas de lien entre les deux. Il faut un comédien ou quelqu'un en communication, il doit faire justement ça, communiquer quelque chose. C'est une idée. Que ce soit un texte, que ce soit une nouvelle sportive, une nouvelle culturelle, un éditorial qui doit écrire, c'est la même chose. Si tu communiques, c'est ça que c'est, on est dans l'art de communiquer. Je trouve ça intéressant de voir l'artiste qui est un improvisateur, sa capacité de, tu sais, en impro, on est en train d'écrire, on est en train de faire la mise en scène, on est en train de jouer, puis on est tout en train de faire ça en même temps. Puis je trouve ça intéressant l'idée que un artiste qui était un improvisateur peut sortir de son rôle puis regarder le gros plan de tout ça qui est en train de se faire, puis jouer avec ça beaucoup plus, de comme voir la valeur des différents points de vue, à cause qu'ils ont comme une idée de qu'est-ce que ça prend de faire ces genres de choses-là aussi. Ben, je pense qu'un improvisateur a une meilleure conscience souvent de tout ce qui l'entoure. Conscience scénique, une conscience de son corps, une conscience de l'autre, des spectateurs. Fait que oui, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ben, c'est ça que ça prend. T'es capable de te détacher, parce que c'est ça qui est vraiment dangereux, surtout en théâtre. Des fois, t'es comme un comédien qui est tellement investi, puis à un moment donné, il fait la actor studio, il devient quelqu'un d'autre, il s'abandonne, tu peux pas y parler sur le plateau dans son vrai nom, faut que tu l'interpelles avec son nom de personnage, mais c'est dangereux aussi des fois parce que là, je parle d'un point de vue sécuritaire. Là. Moi, j'ai joué avec des comédiens que, je veux dire, ils reconnaissent, il peut plus retenir sa force, parce que là, j'étais dedans, il donne une claque d'en face, le tabarouette est en moitié arraché en face, c'est comme, wow, relax, c'est juste, mais c'est ça, mais je veux dire, faut que tu sois en contrôle, fait que tu sois capable de te détacher puis faire, qu'il y a le comédien, oui, il y a ça, je vais le brasser un peu, mais dans la limite, tu sais, dans le contrôle. Fait que c'est carrément ça. Puis je pense que l'improvisateur a pas le choix de retomber sur ses pattes puis d'être très, comment dire, tu sais, comme, on est loin du glamour en impro, là, hein. Je veux dire, c'est une bande, il y a pas de décor, il y a à peine un éclairage. Tu sais, on n'est pas sur un plateau de cinéma parce qu'il y a plein de monde qui nous maquille, puis on s'occupe tout de nous autres, puis on fait une affaire, puis là, d'un coup, veux-tu ton sandwich, veux-tu ta bouteille d'eau, tu sais, c'est pas ça, là. On est laissé beaucoup à nous-mêmes, puis il y a ce côté-là qui me fascine beaucoup. Puis malgré tous les obstacles, ils réussissent à faire un bon show pareil. Et c'est aussi la première place que l'improvisateur se produit lui-même. Comme tu sais, tu parles de ça comme tremplin vers des meilleures choses, ben pas des meilleures choses. Tu sais là, des choses plus structurées. Mais la première fois que tu te présentes dans un match d'impro qui coûte rien là, tu sais, c'est le genre d'affaire que justement il y a rien. Le joueur d'impro, dans ce rien-là qui coûte rien, est en train de produire son premier show, est en train de produire son propre matériel déjà. Fait que s'il veut amener ça plus loin, il a déjà l'expérience, la confiance, si on veut, de s'être autoproduit. Et encore plus, je dirais même plus précisément, il y a la matière première. La matière première étant l'idée, le contenu. Parce que tout le reste, ça s'apprend. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau essayer de penser, bon, comment tu vas faire pour booker soit une salle, vendre le spectacle, comment on met un prix à ça, c'est qui l'équipe technique qui va t'entourer. Ça s'apprend puis ça se trouve. Mais si t'as pas l'idée,
c'est pas quelque chose qui t'allume, qui est pas pertinent, que t'as pas le goût de dire, t'as un réel problème, là. Puis ça, comme tu dis, Michel, c'est ça la première chose que la personne trouve quand il se met en scène. Il se produit, puis il voit une réaction, c'est spontané, c'est instantané. Ben non, ceux-là qui embarquent sur scène puis ils font pas rire personne puis l'idée est pas bonne, vont faire je vais en pousser plus loin. Non, c'est pas ça. Il y aura d'abord une première validation. Puis quand il y a cette validation-là, il y a la motivation que ça y prend pour passer à une prochaine étape. Ben, la validation vient d'un public. Fait que l'improvisateur a un public avant même de se lancer dans un projet plus stable. Il se fait connaître à travers ça. Je pense à la Revue acadienne, qui est un des projets dans lesquels tu as participé. Ça a commencé parce que la Ligue d'improvisation acadienne faisait des shows d'impro. En échange pour cette salle-là, ils ont comme promis de participer au festival Hubcap. Toi, tu t'es greffé à ça éventuellement, là. C'est un peu ça, là. C'est des improvisateurs qui se sont fait remarquer pour leur impro. Et on leur a dit, vous êtes drôles, pourriez-vous nous monter quelque chose de plus structuré? Et c'est devenu une émission de télé, c'est plein de choses. Moi, la Revue acadienne, c'est une de mes bonnes écoles. La Revue acadienne me hante, mais dans le bon sens. Dans le sens où ce que m'habite, je pense que c'est mieux dit que hanter, m'habite. Pour la deuxième année, on fait un spectacle émission qui s'appelle Le Grand Ménage des Fêtes, qui est carrément la formule de la Revue acadienne. Même c'est à une échelle nationale sur UniTV, animé par les Newbies. On a encore une fois un mélange de sketch. Là, on va avoir des performances musicales, mais c'est dans la même écriture. Tu sais, comme Jean-Sébastien Lévesque, qui est un des auteurs l'année passée, cette année, Samuel Chasson. Il y a Vincent Poirier d'Improtéine, qui est un des auteurs. Micheline Marchildon, qui a fait aussi de l'impro au Manitoba. Frédéric Mallet, un des auteurs aussi, cette année. Fait que c'est tous des improvisateurs. Moi, c'est ça que je cherche du monde, où ce que tu peux leur donner un thème, puis leur dis, OK, c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais là, après, tu leur donnes des paramètres. Tu dis, mais on n'est pas vraiment comme le bye-bye. Je fais la même joke plate, on n'a pas le même budget, puis c'est vrai. Puis aussi, on veut pas essayer d'aller dans les imitations. La Revue acadienne, on faisait beaucoup d'imitations. C'est notre force parce qu'on se disait, personne va imiter Yvon Godin, comme Robert Gauvin le faisait d'une part, ou Donna Lacroix, Louis-Fred de Boutier de Sam, etc. Ça, les gens le faisaient pas parce que le bye-bye faisait juste des imitations d'artistes québécois. Fait que nous, on va le faire. Mais là, parce que le Grand Ménage des Fêtes est sur une plateforme nationale, on se dit on va pas vraiment privilégier une région plus qu'une autre, on va essayer d'être très universel dans ce qu'on va faire. Mais c'est vraiment la Revue acadienne qui m'a donné cette expérience-là. On a fait 13 ans de tournée, comme tu as dit, 3 ans de séries télé avec 2 autres années qui étaient des émissions spéciales de fin d'année. Il y a eu tellement de projets qui ont amené la Revue acadienne à justement nous débloquer d'autres contrats, nous donner la confiance, une belle visibilité à toute la gang qui était là. J'aurais souhaité que la Revue acadienne aurait continué avec d'autres jeunes, tu sais. J'avais même vu comme les hommes en soude comme un potentiel dans ce genre-là, parce que je trouvais qu'il mélangeait bien le multimédia, parce qu'une des forces qu'on avait avec Kevin McIntyre, justement, c'est on frôlait déjà une série télé, même web, là, parce que on remonte des années 2004, mais il y avait déjà la présence de faire des sketchs, d'utiliser la caméra. Mais c'est ça, finalement, il y a personne qui a voulu prendre le relais là-dessus. C'est un peu dommage parce que nous, on l'avait dit à la production d'entrepôt, moi, j'étais débordé sur d'autres projets, mais la compagnie, on aurait pu endosser le projet puis aider, qui est une grosse, en tout cas, c'était un défi au début, de vendre les shows. Les gens ne connaissaient pas la Revue acadienne. Tu sais, la première année, on avait fait 2 spectacles. Moi, quand je me suis greffé à eux, c'était après 2 ans qu'ils faisaient des 20 minutes au Hubcap, mais ça s'arrêtait là. C'était tous ces efforts-là pour une fois, one shot deal, puis ça s'arrêtait. Puis quand moi j'ai terminé mes études en 2004, on m'a demandé de faire partie du groupe. C'est sûr avec aussi la possibilité de le produire, d'essayer de le prendre en main. Puis l'année suivante, on a fait, c'est bon, on va aller à la Mecque. Samuel était originaire de la Mecque. On était à Dalhousie, puis on avait 2 autres spectacles. Puis ensuite, je pense qu'il y a une année, on avait 14 spectacles. On avait été en Nouvelle-Écosse, à l'île du Vancouver, on se promenait vraiment partout. Puis c'est devenu un incontournable. Les gens attendaient vraiment ça au mois de janvier, c'était ça que c'était. Puis ça a été vite. On a compris les possibilités économiques, vu qu'on parle du moteur créatif et économique. On avait des bonnes idées, pourquoi pas les rentabiliser davantage. C'est ça que ça prend. Ça prend juste un produit qu'on est fier, puis qu'on sait qu'il est différent des autres. Puis ensuite, la machine s'est mise en marche. Là. J'ai fait des vitrines à la Franco-Fed, on a fait des demandes de subventions, on a fait tout le travail qu'une compagnie de production ferait normalement, mais on savait, puis c'était ça qui m'intéressait, c'est qu'il n'y en avait pas d'autres spectacles comme ça. C'est ce côté-là, c'est ça être show-off, c'est juste dire comme, il n'y en a pas d'autres comme ça. Il n'y en aura pas un autre spectacle qui va faire une joke d'up and down de Tracadie parce que les gens la comprendraient pas de toute façon. Nous, on va la faire. Puis c'est intéressant parce que c'était... pour le monde qui nous suivait, qui nous encourageait, ils pouvaient se reconnaître là-dedans. Ça, c'est une des clés de votre succès, c'est de trouver la niche. Ouais, le manque
qu'il y a à combler. Ouais. Parce qu'on on parle souvent là, qu'on est dans une société anglo-dominante. Pour nous autres, on est un groupe minoritaire dans une majorité anglophone, tout ça. Fait qu'on est bombardé de médias en anglais, américains plus que canadiens dans le fond. Mais pour nous autres, il y a aussi l'élément que ce qui est franco-dominant, le Québec, est aussi pas à notre image. Donc, ce qui manque en Acadie ou ce qui manquait en Acadie, c'est des compagnies de production, puis c'est les expertises qui viendraient d'ici ou qui seraient présentes ici. Puis ça, c'est une des choses que Production d'entrepôt, entre autres, ont comme vraiment amené là, des derniers 15 ans, mettons, c'est cet élément-là. Et vu qu'on n'avait rien avant, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait de l'impro. Parce que de l'impro, ça coûte rien. Non, mais tu dis, c'est à la base, les premiers groupes d'humour, tu sais, l'Ensemble Vide, les Frères Smoot, tout du monde qui avait joué de l'impro, c'était tout ça que c'était, là. Puis ils ont parti de ça, puis les maintenus, nous, on était dans ce mode, comme si on veut faire un petit cours rapide, le premier là, d'histoire d'impro, d'humour, tu vois, je viens de dire impro, mais c'est pratiquement la même chose, d'humour au Nouveau-Brunswick. On était tous dans les sketchs, les bidins, la bande des cinq, que les gens se rappellent pas beaucoup. Il y a eu tout ça, mais tout le monde faisait que du sketch, parce que le sketch ressemble à une impro de 3 minutes, une impro de 5 minutes, une impro de 30 secondes, puis tu bâtis ton spectacle de variété comme ça. De prendre la parole, de faire un stand-up à l'américaine, qu'on appelle, c'est pas une catégorie qu'on avait vraiment développée. Ça prenait comme un autre style, puis là, c'est avec l'expérience, puis en comparant avec les autres styles. Là, tout d'un coup, on a fait le switch. Mais quand Juste pour rire est venu ici, dans nos bureaux, puis on regardait, puis je vous ai montré tous les spectacles qu'on a fait de la revue acadienne, tout ça, puis je me rappelais tout le temps, François Simon, en fait, c'est bon. Mais il y a rien comme que vous faites pas de perruque, pas de costume, juste vous autres mêmes. C'est bon. Parce que lui, ça faisait comme genre, on était comme 10 ans en retard pour eux autres, que le switch que ça avait fait, il n'y avait plus de Daniel Lemire, Jean-Michel Anctil faisait moins sa Priscilla, puis toutes ces affaires-là, Mario Jean aussi moins d'un personnage. Ils avaient tous viré dans le stand-up, puis ils voulaient nous amener. Puis c'est quand d'un coup on a développé le show de Club Blanc Boosté, qui était basé aussi sur beaucoup d'anecdotes, mais on a réussi à le faire. On faisait une soirée à l'Université de Moncton, l'entrepôt du rire, puis Luc, à tous les mois, on allait faire un 20 minutes, puis il testait, puis on le filmait, puis après on enlevait, il improvisait beaucoup de ça, puis on enlevait ça, puis on a fait son premier one-man show comme ça, puis il y en a beaucoup d'autres comme ça aussi qu'a fait Jacinthe, on a fait la même chose aussi avec Xavier Gourde, travaillait constamment des numéros là, puis après on enregistrait, tu sais, ça a été la meilleure formule qu'on a pu trouver. Puis pour nous autres, même la revue acadienne, pour revenir sur le point qu'il disait Michel, comment on a trouvé une niche, on poussait plus loin l'enveloppe. À chaque soir, quand on jouait à Grand Sault, Edmundston, quand on jouait à Kedgewick, quand on jouait à Davie, il y avait des sections dans le spectacle qu'on changeait complètement, juste pour eux autres. C'était casse-gueule en tabarouette, là, parce que tu disais comme, on n'a jamais testé ces gags-là, là. On va les faire pour Dalhousie, on souhaite que ça va être bon. On testait le lendemain, on allait à Tracadie, c'était des nouvelles gags pour un sketch en particulier. Fait que ça, c'est vraiment, si t'es pas des improvisateurs, puis tout à la base, on était des improvisateurs, aucun comédien de théâtre aurait accepté de faire ça. Il aurait dit, voyons donc. Où est-ce qu'il y a le metteur en scène? J'ai pas vu ça dans le texte publié par mon éditeur. Tu sais, comme, nous autres, là, on faisait le premier show. C'est ça qu'on faisait tout le temps à Moncton. On faisait 2 fois Jeanne de Valois. On appelait ça nos laboratoires, puis on revenait à la grande finale au Hubcap, puis on disait aux gens, revenez nous voir de nouveau, parce que le spectacle aurait évolué. On acceptait très bien la critique. On voyait, le gag passe pas, on va en trouver un autre, puis il y avait beaucoup de place à de l'improvisation. Puis là, tout d'un coup, on faisait, on l'a fait 1 fois, 2 fois, c'était plus de l'impro. On le vendait. Ça, c'est un autre secret que je vais vous dévoiler ce soir. Beaucoup des décrochages, des fois, quand je jouais avec Yvon Godin, étaient comme des décrochages, mais très, très planifiés. Pour les gens, on les laissait croire que c'était, hey, moi, je riais tout le temps, mais vraiment, je savais où on s'en allait avec ça. Parce qu'on voulait essayer d'amener dans ce moment magique-là, tu sais, d'échange, que le monde fait, my God, il fallait que tu sois là. Parce que c'est ça que moi, qui me fascine de l'impro. Quand tu vas voir de quoi, je le disais tantôt, d'expliquer aux gens, il fallait que tu sois là, t'as manqué de coup. Tu sais, il y avait quelque chose de magique. Puis l'impro va rester toujours vivant, même si toutes les caméras du monde vont se développer, puis la technologie, puis toutes les plateformes. L'impro, les gens vont toujours vouloir aller là parce qu'ils savent que c'est déstabilisant. Puis ceux qui vont vivre là, ils vivront pas de nouveau une autre soir. Même si c'est les mêmes équipes, même les mêmes thèmes, ça donnera même pas de m'affaire. Il y a quelque chose que un mot de quelqu'un va déclencher quelque chose d'autre. Si t'inverses n'importe quoi, quelqu'un dans la salle va tousser, puis il n'aura pas toussé dans la même impro qu'il a fait tantôt, va donner quelque chose d'autre. Puis ça, faut que les gens de l'impro comprennent c'est quoi le fun qu'il y a là-dedans. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter de comparer en disant l'impro a moins de structure. Non, prenons ça comme étant tellement
libertin. Il y a un côté libre là-dedans. Libertin, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu couches avec tout le monde. Ouais. Oui. Parce que je sais que libertin, c'est le fun. Moi, Isabelle, on l'a vécu. Le phénomène que tu disais tantôt que des comédiens accepteraient pas ça. Parce que dans la dernière année, on a produit 3 spectacles d'improvisation quand même. Donc, c'est-à-dire que les 3 pièces de théâtre complètement différentes et les 4 comédiens. Moi, j'étais comme metteur en scène. J'étais là en train de leur donner le défi, si on veut, et dans des vrais théâtres avec des vrais comédiens, mais qui sont aussi des improvisateurs. C'est là, OK, on va faire des pièces d'1 heure. Ça aurait été plus long. Ils sont chanceux. Ça aurait été plus long s'il n'y avait pas eu une pandémie puis toutes sortes de balises. Mais ce qui m'a fait le plus rire en coulisses, c'est combien ceux qui s'appelaient comédiens, comment ils avaient peur de l'élément d'impro. Et Basse Lévesque était aussi de ce groupe. Mais lui se disait improvisateur d'abord. Lui avait peur de l'élément pièce de théâtre, la salle de spectacle. Donc, il y a la déstabilisation ils ont tous regretté d'avoir dit oui au projet. Parce que ça leur a donné tellement la chienne. Mais moi, c'est cette chienne-là que je recherche quand je joue, c'est comme, de quoi vous vous plaignez? J'aimerais être à votre place, mais je suis pas un artiste professionnel. Fait que allez-y. Mais c'est un peu le même genre où eux autres savent pas, c'est inédit dans la revue acadienne. Il y a quand même une structure. Puis là, tout d'un coup, tu faisais ta petite section qui n'était pas essayée, mais qui était quand même écrite, qui était quand même préparée. Puis quand même, ça donnerait un frisson à un comédien qui est habitué qui a pas ce background-là. Une autre école qui est comme ça aussi, c'était au Pays de la Sagouine, où j'ai commencé, dans les Ratoureux. Il y avait moi, Joël Arsenault, on avait réussi à embarquer avec l'équipe des Jaunes, à part de ça, l'équipe que Alexandre Hébert parlait, qu'on avait embarqué avec nous, puis Christian Sam, les Ratoureux. C'est ça que c'était de la comédie dell'arte, dans le sens, on connaissait la prémisse, on savait exactement que ça allait finir comme ça, la chicane, bon plan blonde, etc. Mais on se surprenait à chaque fois, parce que on jouait dans le milieu, entouré du public, fait qu'eux autres nous lançaient des répliques, on prenait des gens pour, notre bodyguard, fait que ça changeait tout le temps. Puis le local qu'on appelait de Bouctouche qui venait, c'est ça qui aimait de voir les Ratoureux, parce que contrairement au texte d'Anthony de Maillet, où là, on respectait davantage, évidemment, tout ce qui était écrit, c'est quand même Anthony de Maillet, mais là, nous autres, c'était nous autres qui avions écrit les textes, puis on les changeait, puis c'était le fun, puis c'est là que moi, j'ai vraiment trouvé mon sens comique. Si c'était pas du Pays de la Sagouine, avant ça, puis j'ai arrivé là en 2001, je voyais pas mon potentiel comique, je voyais tout le temps comme étant, je vais être le second, je vais être le straight, mais tout d'un coup, le personnage que j'ai développé, Peigne, au Pays de la Sagouine, c'était un comique, c'était lui qui était on en regardait souvent quand je jouais avec Christian, Tom Pousse, lui il disait quelque chose, mais le monde se tournait, puis c'était ma réplique qui était comme drôle, qui apportait, puis c'est pas une question de qui ce qui est plus drôle, mais c'est juste, ça avait comme changé de position, puis Christian, excellent comédien comme qui est, même dans le straight man, réussit à faire rire, puis réussit à faire comme on avait trouvé un nouveau duo, une nouvelle dynamique qu'on n'avait pas avant, puis Joël qui était un peu comme le méchant là-dedans. Fait que ça, c'était le fun. Fait que tu vois, c'est ces genres d'écoles-là que je trouve que c'est dommage que les gens qui veulent faire de l'impro sautent pas à pieds joints là-dedans, parce qu'il y a des possibilités comme ça de créer beaucoup plus librement. Je pense qu'il y a quelque chose avec être un improvisateur puis sortir de sa zone de confort plus facilement aussi. Comme je pense que, tu sais, comme toi, tu t'avais un petit peu casé dans une approche. Ça, c'est ton rôle dans un sketch. Puis, je pense que être improvisateur, ça te laisse essayer d'autres choses. Ça t'encourage même d'essayer d'autres choses. Puis, tu sais, si tu l'essayes et ça marche pas, peut-être faut juste que tu l'essayes un autre 5-6 fois. Ou peut-être qu'il y a une façon à m'amener à long terme, tu trouves une façon qui est ta propre voix dans cette veine-là. Mais je pense que quand c'est un improvisateur, tu peux essayer différentes choses puis sortir de cette zone de confort-là puis créer quelque chose de différent à cause que tu es willing d'essayer puis complètement failer. Ouais, mais c'est correct. Tu veux juste quand tu te casses la gueule, tu souhaites qu'il y a juste pas beaucoup de monde ou qui n'ont pas filmé. C'est ça faire tu souhaites. Mais déjà, casser la gueule une couple de fois. Mais c'est le plus beau sentiment comme je fais ma plug. Là, Michel m'a dit que j'avais le droit de faire ma plug souvent, le grand ménage des fêtes, 17 décembre, qui va jouer. Quand on a fait avec les Newbies, c'était devant un public, la portion musicale au Théâtre Capitole. Puis on n'avait rien d'écrit. On avait seulement 4 interventions. Puis tu sais, il y avait 300 personnes dépassées, c'était plein parce qu'il y avait toutes des caméras, on bloquait des sièges. Fait que les sièges qui étaient disponibles, ils étaient là. Et les gens ont acheté les billets parce qu'ils pensent qu'ils vont voir les Newbies, mais en réalité, c'est un enregistrement de télé. Tous nos sketchs, on ne fera pas ça devant eux autres. Là. Fait que j'ai dit au gars, à Christian Piluc, j'ai dit, acceptez-vous comme être animateur de foule. On va comme genre entertainer la crowd, ça. C'était un show extraordinaire. On a tellement eu de fun, tu sais. On a improvisé, puis Sylvie Mousseau qui était là, qui nous a fait une très belle critique. Elle dit, pourquoi vous faites pas un show, tu sais, les trois?
Puis Christian, ça fait longtemps, depuis le projet des Newbies existe, il ne veut pas faire un show parce qu'il dit, on va se péter à gueule, ça sera pas drôle, tout ça. Puis là, devant Sylvie, il a dit, mais si c'était un show improvisé comme on l'a fait la soirée, je dirais oui. Puis là, je dis, Chris, j'ai dit, t'as ça d'enregistrer, là, Sylvie? Parce que moi, c'est ça qui me ferait triper. Tu sais, de jouer avec deux gars que je suis habitué de jouer avec, que j'ai totalement confiance, qu'on serait là, on se pourrait se donner des thèmes pour parler de différentes affaires, mettons d'histoire, mais pas les écrire. Je pense que les gens embarqueraient dans cette espèce d'expérience-là. Puis je vais vous dévoiler ça en grande primaire dans un podcast d'impro parce que ça serait vraiment une première, c'est aussi un show totalement improvisé. Un peu comme Jean-Marc Parent le faisait. C'est quand il faisait des shows de 3 heures. Là. Fait que je me dis, ça serait comme le fun d'essayer de tester ça. Parce qu'on l'a fait avec le sim, mais c'est toutes des petites scénettes. Ouais. Vraiment faire un show comme à 3, là. Yeah. Non, moi, je pense que ça marcherait. Parlons un peu de l'effet pervers, par exemple. Je souligne ici une question de Rémi Goupy qui demande, est-ce que le réflexe d'improvisateur de pouvoir se lancer dans un projet, dans ce cas-ci professionnel, sans avoir l'information complète, peut frustrer certains partenaires qui auraient besoin de directives claires et précises? Je ne sais pas s'il parle de choses spécifiques, là, lui. Il est dans une position pour avoir un exemple spécifique ici. Mais c'est ça, il y a acheteur à cette heure. Il y a un projet que j'ai fucké up ou il y a... Je sais pas. mais non, mais l'idée de l'improvisateur qui n'est pas préparé. On peut être préparé et improviser. On peut aussi improviser sans préparation. Ça fait partie de tout ça. Mais l'improvisateur qui, par lâcheté intellectuelle peut-être, ou je sais pas, est juste pas prêt. Et ça peut frustrer les partenaires qui, eux autres, peut-être que c'est parce qu'ils comprennent pas la mentalité de l'improvisateur. C'est comme, oh, tu me sembles pas prêt. C'est comme, inquiète-toi pas. Une fois que je suis là, ça va tout tomber en place. Il a raison. J'ai un exemple concret. Demain, on anime un banquet, Janie Mallet et moi. Puis, tu sais, Janie, je la connais. Elle travaille ici au bureau aux relations publiques, tout ça, le relationniste. Mais là, c'est une comédienne de théâtre, tu sais. Puis ils nous ont demandé que ce soit moi et elle qu'on anime ça. Comme Nancy nous a préparé un beau document, tout ça. Janice, elle a rassuré. Moi, je vais la regarder d'un coup d'œil. Tu sais, je connais le projet, fait que je vais laisser sortir des affaires naturelles, puis on va s'amuser, mais je le sais que c'est une des affaires que des fois, on va me reprocher. Moi, au bureau, on fait comme, ben oui, mais on sait pas où tu t'en vas. On n'est pas dans ta tête, André. Puis je suis comme, OK, mais, tu sais, moi, je sens pas tout le temps, j'ai besoin de m'expliquer. Je suis comme, allez voir, là, comme ça va se dessiner. Puis je sais que, mais je sais, c'est pour ça, comme là, depuis Nancy Ripo est ici, qui est vraiment mon bras droit. Elle a vraiment une bonne tête d'organisatrice, d'administratrice. Fait que, tu sais, elle est vraiment en train d'aider à mettre sur papier des fois des affaires, puis mettre des deadlines, mettre des échéanciers. Parce que oui, autant que j'avais ce côté-là, je le faisais parce qu'à un moment donné, le projet, faut qu'il accouche. Parce que quand le projet accouche, là, tu peux facturer, tu perds de l'argent, puis tu peux payer, puis c'est strictement pour ça là, que je le faisais. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça, moi aussi, me donner 3 ans pour créer, puis tout ça, mais tu fais, OK, ben, c'est ma seule job, j'ai pas d'autre job, j'ai jamais été serveur dans aucun café, j'ai jamais rien fait d'autre que ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, quand je parlais avec toi, Michel, d'un moteur économique, c'est comme important que les gens comprennent, il y a une réalité à ça. Là. Tu peux charger pour ce que tu fais. Là. Les gens vont accepter cette espèce de convention-là. Je t'offre un service, tu vas me payer en retour, mais pour ça, je pense que c'est là un peu le commentaire de Rémi. Toi, il faut que tu arrives avec une idée élaborée, mais tes partenaires doivent te suivre. Puis quand tu n'as pas le temps de tout échanger, puis tu fais oui, fais-moi confiance. Si c'est pas avec des improvisateurs que tu travailles, ça peut des fois te nuire parce que ton idée était peut-être super le fun, mais il n'y a personne qui peut la suivre. Ben, je trouve ça intéressant le côté économique parce que je sais qu'il y a la tradition d'improvisation au Nouveau-Brunswick est très d'offrir des spectacles bénévolement, d'offrir des spectacles comme gratuitement ou à très très petit coût à la porte. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de difficulté à savoir comment envisager vendre un spectacle d'improvisation quand le contenu n'existe pas, puis que la société n'a pas nécessairement assigné une valeur à l'improvisation. Je sais pas si tu as des idées par rapport à ça. Ben, mettons le sim, c'est un bon exemple. Dans le temps, quand Samuel Chasson, je crois qu'il s'appelle Sim, c'est très proche de son nom, spectacle d'impro modifié, lui, il l'a fait tout seul au début des 2 premières années. Puis après, il a demandé que Production d'Entrepôt le présente. Mais on se demandait comment on allait faire le marketing de ça. Il y avait encore quelques gens qui se rappelaient de la fameuse émission Whose Line Is It Anyway. C'était déjà terminé, mais c'était un référent. Tu sais, les gens pouvaient avoir une idée, OK, ça ressemble un peu à ça. Puis après, on n'a pas misé sur le concept parce que les gens, s'ils connaissaient pas Whose Line Is It Anyway, on a misé sur les joueurs. Luc Leblanc, Robert Gauvin, Jean-Sébastien Lévesque, Christian Essiam était souvent des joueurs aussi, il y avait mon nom. Fait que là, les gens étaient comme, OK, on achète des valeurs sûres, mais on achète une idée on comprend pas. Puis souvent, pour justifier aux gens que c'était totalement improvisé, je me rappelle le temps d'un premier spectacle qu'on avait vendu, qui était à Cap-Pelé, on avait fait 2 soirs. C'était un souper au homard, puis je voulais vraiment que
le diffuseur là-bas achète pour 2 soirs pour lui prouver qu'on improvisait vraiment totalement, puis pas que c'était parce qu'il y avait une valeur ajoutée à ça. Parce que si c'était juste du monde qui faisait des sketchs, mais pas de costume, pas de décor, pas de bande sonore, tu dis mais pourquoi c'est une version cheap, t'essayes de me vendre ça, puis moi, tu sais, c'est comme je te dis non, la raison pour que je te le vends à ce prix-là, c'est parce que c'est vraiment, tu trouveras pas ça ailleurs, c'est extraordinaire, c'est d'un haut calibre, il y a pas grand monde qui peut voir ça. Puis je me rappelle tout le temps quand on l'avait vendu la première année au Festival d'humour Rodcap, il y avait Mike Ward qui était là, puis Mike Ward, il y avait pas question qu'il embarque, parce que les autres dans leur tête, c'est comme ah ben, si on ferait embarquer une couple d'humoristes québécois juste pour 1 ou 2 jeux, ça serait le fun, puis là, le monde viendrait plus. Mike Ward a dit, je respecte tellement ce que vous faites, là. Il n'y a pas de manière dont on va faire ça. Il y avait Nive qui avait embarqué, je me rappelle tout le temps, il y avait Julie Caron aussi, il y avait une couple qui avait décidé d'embarquer, mais ils ont vu à quel point c'était difficile. Donc, l'exemple précis que je te donne pour le sim, c'est comme ça on l'a fait. Pour les autres concepts advenants, si je réussis à convaincre Christian qu'on fait un show des newbies improvisés, c'est sûr, on va jouer sur newbies, puis le fait que c'est hors de l'ordinaire, c'est pas écrit, c'est pas un show rodé, vous allez jamais le revoir de même. Moi, je pense que c'est sur cette rareté-là qu'on devrait essayer de vendre le concept. Puis Impro NB a quand même une réputation. Vous avez quand même une espèce de following, que ce soit juste des écrits, que ce soit le site web, que ce soit les organisations scolaires, que ce soit... Ça devient une référence. Fait que si Impro NB, comme vous l'avez fait dans le passé avec les 3 spectacles que vous avez faits là, je pense que c'est définitivement l'avenue de dire l'impro peut être sous forme de spectacle et les gens peuvent... Je pense qu'on attend tout le temps ce fameux elevator pitch là, comme tu as besoin d'en font 3 lignes pareilles. C'est genre, c'est cash, OK, mais c'est quoi le concept? Ça se trouve là, OK, on a compris que il y a des paramètres qui sont différents que juste une impro de ligue. Mais l'impro de ligue, comme tu dis Isabelle, ça s'appelle la plus difficile encore à vendre. De dire qu'il y a des bandes, puis on tape ces bandes, puis on se crie un après l'autre, on va des cartons. Et si bol, c'est comme, c'est enfantin, c'est comme genre, il y a comme ça qui n'a pas vraiment pogné encore. Au niveau adulte, là, c'est là comme de se tailler une place. Puis pourtant, on était chanceux avec la LIA. Hey, on faisait Salcombe, il y avait un momentum incroyable. C'est drôle parce que, à la fois, c'est difficile de vendre l'impro match, parce qu'il y a tellement de mauvais impro match. Non, mais tu sais jamais qu'est-ce que tu vas avoir, puis il y a différents niveaux, puis tu sais pas qu'est-ce que le public potentiel a vu. Ils ont peut-être bien vu un mauvais match, ils ont peut-être bien vu, ils ont pas vu de match depuis la petite école, tu sais, je sais pas moi. C'est difficile à vendre parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boîte. Mais aussi, même si c'est pas vendeur, quand tu essaies de vendre un show d'impro qui n'est pas un impro match, le monde pense que tu essaies de leur vendre l'impro match. C'est ça. Puis ils le veulent pas. Fait que tu sais, c'est comme combien de fois qu'il a fallu... On est là en train d'essayer de monter des spectacles. Tu sais, c'est théâtral, c'est une pièce de théâtre complètement improvisée. Je l'ai faite en tournée avec les impromptus aussi, quelques années passées. Fait que j'avais déjà l'expérience de ça. Ce qui arrive, c'est comme, t'es quand même en train de parler avec des éclairagistes, etc., qui pensent que, OK, fait que vous allez mettre les bandes. Non. Non. Et qui, après le spectacle, viennent te voir, ou des jeunes du public, ou des gens du public, qui viennent te voir puis te disent, ah, c'était pratiqué, ça. En d'autres mots, c'était bon. Mais tu sais, mais non, reviens dans la prochaine période, reviens à soir parce qu'on donnait un show pour la communauté ce soir. Ça va être quelque chose de complètement différent. C'est à quoi vous attendez, là, que pendant la tournée, nous autres, on a pratiqué 15 pièces, puis on en montre une, on montre jamais la même 2 fois. Comme non, c'est possible. C'est quelque chose qui est difficile à vendre. Mais évidemment, je pense, tu sais, il y a des formules qui ont réussi. Le sim, par exemple, qui tourne encore, ou il y a encore des présentations possibles, ou il y en aurait si on pouvait donner oui. Non, en fait, juste pour corriger, c'est le sim pour l'entrepôt, parce qu'on a 2 volets, là. Ah oui. Pendant la pandémie, on a vraiment switché comme, on a toujours eu le volet spectacle depuis 2004, la compagnie est fondée. Puis le volet web, TV était là, mais c'était pas notre principal gagne-pain. Là, ça a tout changé avec la pandémie. Mais les seuls spectacles que j'ai réussi à faire, c'est le sim. Le sim, je te dirais même, tout le monde a encore plus de plaisir à le faire de façon virtuelle parce qu'ils sont tous chez eux, mais on utilise la caméra, il y a plein de gags, on utilise des accessoires, on fait plein d'affaires qu'on n'a pas la possibilité de faire. Comme la clique. C'est ça, comme la clique, là. Mm-hmm. Puis le logiciel que nous utilisons, qui est une autre plateforme, là, qui est StreamYard, ça me permet de faire un peu de choix de réalisation. Je peux faire des duplex, je peux insérer des commentaires live du public. Fait que la plateforme me permet d'interagir comme le sim le faisait quand je demandais donnez-moi un métier. Et là, je leur pose la question et live, les gens le voient. Et là, c'est encore plus facile que les gens comprennent que c'est totalement improvisé. Je leur demande, donnez-moi une phrase qu'on va compléter, puis ils m'écrivent la phrase, je la mets directement aller au bas de l'écran, puis les gens le voient quand la phrase apparaît. Fait que là, ils font comme, hey, c'est ma suggestion qu'ils ont pris, puis ils savent que moi, je suis pas arrangé avec le gars des vues. Tu sais, la personne, le sim nous a prouvé qu'il y a encore une possibilité de renouveler ce show-là, même avec les conditions qu'on connaît de la pandémie. Ah oui. Il y a de l'argent là-dedans, là. Si
on peut la fondre en dehors du bloc de glace. Là. J'ai une autre question ici qui vient de Nathan Dimitrov. Il dit, tu faisais de la scène, André, il nomme tous les projets, là. Pendant que tu jouais à la Licume, trouvais-tu que c'était de la pression de plus quand tu jouais beaucoup et il fallait que tu te prouves ou bien que l'impro était un atout pour faire épanouir tes projets sur la scène? Donc, oui, ça retourne dans ta biographie si on veut, mais est-ce qu'il y avait une pression pendant le temps que tu jouais, là, le 7 ans où ce que tu jouais, c'était aidé, ou plus que 7 ans finalement, parce que ça commence au secondaire. Est-ce que chaque impro était une opportunité pour faire comme, oh, je vais regarder celle-là, tout ça. Est-ce que t'es quand même en train de produire un show pendant que t'es en train de jouer un show? Oui, totalement. Il y a même des personnages, là, Leslie Crevé, que j'avais fait, qui était venu d'une impro, qui m'avait fait gagner, je pense, un des Survivors, je sais pas trop quoi, là. Puis je me rappelle, je l'avais amené, on l'avait écrit, je l'avais développé avec Siga. Mais aussi pour moi, j'en reviens pas, moi je fais de l'analogie sport, là. Je suis désolé là, pour le monde qui aime pas le sport. Hey, mais c'est comme... Quand moi j'ai passé au BAT, j'ai parlé de jeux de rôle puis de comic book, là, fait que inquiète-toi pas. OK. Mais pour moi, c'était comme une pratique. C'était comme aller au gym. C'était me rester sharp, de continuer d'être déguisé, tu sais, de aller faire les matchs, c'était comme tellement important que j'y vais puis que je performe pour m'assurer de rester à ce niveau de rythme-là. C'est comme un coureur, d'un coup, s'il arrête de courir un marathon, ben c'est sûr qu'il est plus en forme, il est plus capable de le faire. Là. Puis moi, je trouvais que l'impro, c'est la meilleure façon de le faire. Même, je me rappelle, j'avais tout le temps le sentiment de comme, hey, il y a une, 2 périodes dans les impros qu'on faisait se passer, j'aimerais jouer plus longtemps. J'étais jamais essoufflé. Moi, je savais quand que je jouais un bon match, puis j'ai encore ce syndrome-là aujourd'hui, quand que je finissais une game, puis j'allais à la maison, puis je me couchais le soir, puis là, je repensais à toutes les gags que j'avais manquées, toutes les impros, des opportunités. J'étais comme, OK, ça veut dire que tu vois, j'ai pas été assez à fond, j'étais un peu en surface. Puis ça, c'est comme le sentiment que tu sais qu'il y a encore du travail à faire. Fait que c'est un bon sentiment comme artiste parce que tu sais que tu plafonnes pas. Mais c'est aussi un sentiment de faire, j'étais peut-être pas encore assez sharp. Je sais que quand je joue une fois de temps en temps, tout de suite, je l'ai beaucoup, ce sentiment-là, que je fais comme, j'ai raté une occasion, mais c'est tout le temps trop tard. Tu sais, en impro, tu veux pas être, tu dis à réplique, puis tu l'as manqué, l'arbitre siffle, tu fais comme, mais non, pourquoi j'ai pas pris le lead? Pourquoi je me suis tais à ce moment-là, tu sais? Fait que pour moi, quand je jouais beaucoup, comme tu dis, pendant 7 ans-là, puis que je jouais aussi dans d'autres projets artistiques, j'en laissais moins sur l'arène. Je sortais vraiment, puis j'avais l'impression que, OK, je m'avais donné à fond. Je pense que je répéterais quelque chose que tu as dit plus tôt, que c'est tout vraiment à propos de l'écoute, parce que tu es en train de t'écouter toi-même. Non seulement tu penses à ta journée, puis tu vas tout prendre qu'est-ce que tu as vécu cette journée-là pour le mettre dans ton impro, ce que tu disais, mais l'inverse. Tout ce que j'ai fait dans mon impro, je peux réutiliser ça, je peux remanier ça d'une autre façon. Il n'y a jamais rien qui est perdu. Jamais. Fait qu'écoutez qu'est-ce que vous faites, réalisez qu'est-ce que vous faites, pensez à ce que vous faites pendant que vous le faites, au cas où vous auriez tombé sur l'idée clé, là. C'est un peu de même que je suis en train de finir la conversation. C'est un peu ça, là, qui devient le moteur créatif. Si vous faites pas d'argent, économique si vous en faites. Non, mais juste ça reste une bonne source d'inspiration. À savoir qu'à toutes les fois que vous embarquez sur la reine, ça se peut vous trouver la idée qui va vous amener à développer un prochain projet qui va vous amener pour les 3 prochaines années. Tu sais, là. On n'a plus de temps. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à André pour s'être prêté à l'exercice. Merci, ça a été super le fun. J'étais vraiment, vraiment content. J'avais le goût de parler pendant 3 heures. Fait que, y a personne qui m'écoute habituellement. Mes enfants sont couchés à cette heure-ci. Fait que merci d'avoir écouté. Tu peux juste le jouer dans le char aussi pendant qu'ils sont là. Puis ils peuvent subir ton épisode. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Oh my God, oui. Eh oui, t'as pas besoin de lullaby. T'as juste ça. Et bien sûr, merci Isabelle. Ben, merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Je savais pas que j'étais une vedette de l'improvisation. on utilise le terme... vaguement. Okay. Loosey-goosey. Pourquoi, papa, tu travailles pas avec ImproNB? Je trouve pas que je travaille déjà assez.